Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis pour les webinaires de French Morning. Merci de vous connecter à l'heure, on apprécie fortement. Vous êtes plus de 310 aujourd'hui à avoir pris une inscription pour ce webinaire. N'hésitez pas à regarder tout ce qu'on fait tous les mardis sur French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent, du coup, aujourd'hui, on est le média pour les Français aux États-Unis depuis maintenant plus de 16 ans. Au programme d'aujourd'hui, on va voir les règles de calcul des retraites françaises et américaines, on va voir la réforme des retraites en France, quel impact sur une carrière internationale, on va voir la fiscalité des retraites et intérêts de la Convention de sécurité sociale, et on finira par les stratégies patrimoniales de retraite aux États-Unis. On a trois experts aujourd'hui qui sont tous les trois des habitués des webinaires de French Morning. Alors, le premier, c'est Philippe Plantadi de Nouvelle Vie Retraite. Il est expert en protection sociale et retraite pour les expatriés. Le deuxième est Olivier Sureau, cofondateur de Jade Fiducial, société de comptabilité et de fiscalité pour les entreprises et particuliers, français ou américains, basés partout aux États-Unis. Alors, le dernier, last but not least, Alexandre Quentin, Wealth Management Advisor et partner chez USA France Financial. Il a plus de 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Il accompagne un peu plus de 1500 familles aux États-Unis. Alexandre fait partie de la liste Forbes des meilleurs professionnels de la finance, professionnels de la finance en 2023. Voilà, donc pour ceux qui ont l'habitude de nos webinaires, vous connaissez le principe, hein. On fait une petite présentation. L'idée, c'est de répondre à toutes vos questions euh, à la fin, mais au début, on va avoir une bonne présentation qui, je pense, va répondre aussi à beaucoup de questions d'ordre général. Philippe, je vais te laisser prendre la parole. Tu pourras aussi partager ton écran si tu le souhaites. Et puis, on est parti. Voilà. Et je reviens pour les questions. Bonjour à tous. Donc Philippe Plantadi, Nouvelle Vie Retraite. Je vais vous parler donc des retraites des régimes de sécurité sociale français et américains. Je vais couper ma caméra et lancer une présentation. Alors, la retraite, c'est un marathon, pas un sprint. C'est vrai que je démarre systématiquement mes présentations avec cette diapositive. La retraite va représenter pour vous plusieurs dizaines d'années de revenus. Et donc, vous avez une espérance de vie à 62 ans, entre 25 et 30 années, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, les revenus que vous allez percevoir des revenus des retraites de régime de sécurité sociale française et américaine sont des revenus qui s'éteindront à votre décès. Ce sont des rentes viagères. Et si vous laissez un conjoint survivant, si vous êtes marié, il ou elle pourra percevoir une partie des droits que vous avez acquis. Enfin, sous certaines conditions, tout en gardant votre résidence principale aux États-Unis, vous pourrez continuer à bénéficier d'une couverture maladie en France. Donc, il y a des conditions à remplir, effectivement, mais en tant que retraité résident aux États-Unis, si vous remplissez une condition de durée totale d'activité, vous pourriez bénéficier d'une couverture maladie en France pour tous vos séjours temporaires en France. Donc, autant de raisons qui doivent vous inciter à bien préparer votre situation et à bien travailler en amont sur la situation de votre dossier au regard des retraites. Donc, nous allons parler des retraites françaises et de l'expatriation, la retraite américaine, et je vous présenterai un peu plus en détail le cabinet Nouvelle Vie Retraite. Quand on part travailler à l'étranger, on a deux statuts. Le premier, c'est celui de détaché. Quand on est détaché, votre employeur continue à cotiser en France pour vous et continue à alimenter votre compte retraite. Et celui d'expatrié, c'est quand vous n'avez plus aucun lien de subordination avec une entité juridique en France. Et à ce titre, vous relevez exclusivement du régime de votre pays d'accueil, la Social Security aux États-Unis. Deux notions importantes. La première, c'est l'âge d'ouverture des droits. C'est le premier âge auquel vous allez pouvoir percevoir vos retraites françaises. Il était à 62 ans avant la réforme 2023. Il est maintenu à 62 ans pour toutes les personnes qui sont nées jusqu'au 1er septembre 1961. Toutes celles qui sont nées à compter de cette date voient leur âge décalé à partir de 62 jusqu'à 64 ans. Entre 62 et 67 ans, vous avez la possibilité de percevoir vos retraites à taux plein si vous remplissez une condition de durée de carrière. Si cette condition n'est pas remplie, vous avez application d'une minoration qui est définitive. 67 ans, c'est le deuxième âge important à retenir, c'est l'âge du taux plein garanti. Donc à 67 ans,
vous avez le versement des droits qui vous sont acquis en France, sans minoration, sans abattement. Donc, entre ces deux âges, vous avez la possibilité de faire varier le curseur en fonction de votre situation et en fonction des envies de fin de carrière et de poursuite d'activité que vous avez. On peut également anticiper la perception des droits français dans le cadre des carrières longues à partir de 58 ans avec des conditions beaucoup plus compliquées, beaucoup plus draconiennes, notamment des conditions de durée d'activité et de validation de trimestre avant différentes bornes d'âge. La réforme 2023 a modifié deux aspects dans la réforme, notamment le décalage de l'âge de départ en retraite, donc à partir de 62 jusqu'à 64 ans. Donc on voit sur cette diapositive, toutes les personnes qui sont nées à partir du 1er septembre 1961 voient leur âge décalé de 62 ans à 64 ans. Toutes les générations 1968 et après devront attendre 64 ans pour percevoir leur retraite française. La deuxième chose qui a été changée, c'est l'augmentation du nombre de trimestres que vous devez justifier pour avoir la retraite à taux plein avant l'âge de 67 ans. Donc, vous devez justifier entre 166 et 172 trimestres d'activité pour bénéficier de vos retraites françaises bases et complémentaires au taux plein, sans minoration, avant l'âge de 67 ans. Donc, je vous laisse regarder en fonction de votre année de naissance, l'âge auquel vous allez pouvoir percevoir votre retraite, premier âge, et le nombre de trimestres que vous devrez justifier pour avoir des retraites versées au taux plein. Quels seront les trimestres qui vont être pris en compte dans votre durée de carrière? Tous les trimestres que vous avez acquis en France, que vous ayez été salarié, indépendant, fonctionnaire, tous les trimestres où vous avez été en détachement à l'étranger, vos employeurs ont continué à cotiser pour vous, donc ils rentreront en ligne de compte. Si vous avez cotisé dans un des régimes des Français de l'étranger, la CFE, la Sécurité sociale des indépendants ou la CIPAV, toutes ces périodes d'activité seront également prises en compte. Enfin, si vous avez travaillé dans un pays qui a signé une convention de sécurité sociale avec la France, les périodes d'activité de ce pays seront également prises en compte dans votre durée de carrière totale. Alors, il faut faire attention à cette notion d'application de convention de sécurité sociale, dans la mesure où la France a signé une quarantaine de conventions et qu'on ne peut pas se prévaloir de plusieurs conventions. On a un accord européen qui est un accord multi-pays, qui va permettre la prise en compte de l'ensemble des pays de la zone euro, de la Suisse, de Liechtenstein et des pays d'Europe du Nord. Donc, si vous avez travaillé en France, en Angleterre, en Suisse, en Espagne, au Danemark, toutes les périodes d'activité vont s'ajouter de manière à ce que vous puissiez totaliser le nombre de trimestres requis pour avoir vos retraites à taux plein. Par contre, si vous avez fait un pays en Europe plus les États-Unis, vous allez voir que effectivement, c'est pas tout à fait possible, c'est pas toujours possible, c'est même pas possible du tout de cumuler les deux. On ne peut pas cumuler plusieurs conventions, plusieurs accords de sécurité sociale. Sur cette diapositive, vous avez trois cas de figure. Claude, qui a fait 100 trimestres en France, 72 aux États-Unis. On additionne bien les 100 trimestres français et les 72 trimestres cotisés à la Social Security américaine. Claude remplit bien la condition de 172 trimestres pour avoir ses retraites françaises à 64 ans sans minoration, donc il ne subit aucun impact sur ses retraites. Le cas de Anne qui a fait 100 trimestres en France, 58 aux États-Unis, 14 au Japon. On a bien une convention avec le Japon, on a bien une convention avec les États-Unis, mais on ne peut pas se prévaloir de deux conventions. Donc on va neutraliser la période la plus courte, celle du Japon, et donc Anne aura une minoration calculée sur 14 trimestres parce qu'elle ne remplit pas la condition de 172 trimestres. Si vous aviez travaillé, si Anne avait travaillé, mettons, en Suisse par rapport à la place du Japon, la problématique aurait été la même. On n'aurait pas pu prendre l'accord européen et donc dans ce cas-là, la période suisse aurait été neutralisée. Enfin, dernier cas de figure, France, 100 trimestres pour Michel, 45 aux États-Unis, 27 en Chine. La Chine n'a pas de convention de sécurité sociale avec la France. On va donc neutraliser d'office les 27 trimestres en Chine et à ce titre, Michel subira l'abattement maximum. Au-delà de 20 trimestres, l'abattement est plafonné. Pour Anne et Michel, la solution, quand ils sont partis des États-Unis pour aller au Japon pour Anne et en Chine pour Michel, ils auraient pu cotiser volontairement dans un des régimes des Français de l'étranger. Leur trimestre au Japon aurait été validé en France pour Anne et ceux de Chine auraient été validés en France
pour Michel, et à ce titre, ils auraient bénéficié de retraites pleines en France, de retraites calculées au taux plein en France, une retraite américaine et une retraite japonaise. Donc, si votre carrière est amenée à, à vous faire bouger, à vous faire changer de pays, pensez à regarder comment ça va fonctionner, regardez les réglementations au regard de l'application des conventions de sécurité sociale, parce que le fait d'aller travailler dans un pays qui a une convention ne veut pas systématiquement dire que vous aurez la possibilité d'un cumul intégral. Le calcul de la retraite du régime de base des salariés en France, plusieurs éléments de calcul. Le premier, c'est les salaires que vous avez eus en France exclusivement. On va définir un salaire annuel moyen calculé sur les 25 meilleures années. On prend toutes les années de salaire que vous avez eues en France, on les revalorise en euros 2023, on extrait les 25 meilleurs, on les additionne, divisé par 25 pour avoir un SAM sur 25 ans. Ensuite, on va définir le taux de votre retraite. Si vous remplissez la condition de durée de carrière en fonction de votre année de naissance, vous aurez le taux maximum de 50%. Si vous manquez des trimestres, vous allez avoir un taux qui va varier entre 42,5% et 50%. Ensuite, vous avez une proratisation qui est faite entre la durée d'assurance cotisée en France, les trimestres validés en France par vos activités, par le chômage, le service militaire, toutes ces périodes qui sont prises en compte, divisées par la durée d'assurance exigée en fonction de votre année de naissance. Le montant maximum d'une pension d'un régime de base salarié en France est de 1 609 € net par mois pour une personne qui a une carrière complète en France et qui a cotisé les 25 dernières années au plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les retraites complémentaires, vous avez un calcul qui est fait pour chaque retraite complémentaire. On va totaliser le nombre de points que vous avez acquis, multiplié par une valeur de service, et vous aurez le montant de votre retraite complémentaire brute annuelle. Si vous avez un manque de trimestre pour avoir un taux plein dans le régime de base, vous aurez automatiquement une minoration également sur vos retraites complémentaires. Les retraites complémentaires s'alignent sur la décision du régime de base de vous octroyer ou non un taux plein ou un taux minoré. Donc, vous avez vraiment tout intérêt à vraiment travailler en amont. Vous avez un site qui s'appelle l'assurance retraite en France qui vous permet d'ouvrir un compte, un espace personnel, de manière à connaître les trimestres qui sont enregistrés en France. Vous devez faire ce travail d'audit, de vérifier que toutes les périodes auxquelles vous avez eu ces activités en France sont bien reconnues. Ensuite, il faudra obtenir un relevé de la Social Security américaine et procéder à une consolidation globale de votre carrière. Des éléments importants qui rentrent en ligne de compte dans le calcul de votre retraite, l'incidence de la situation familiale. On va valider jusqu'à 8 trimestres par enfant, que vos enfants soient nés en France ou à l'étranger. Donc les trimestres sont validés pour les mères de famille, principalement. Il existe également des trimestres de validés pour des périodes de congés parentaux en France. Et si vous avez eu et élevé un enfant handicapé, vous pouvez avoir également des trimestres de validés. J'en parlais en tout début de présentation, qui dit automatiquement une retraite française base et complémentaire, dit un droit dérivé, une réversion. Vous êtes marié, vous décédez, votre conjoint survivant pourra bénéficier d'une partie des droits que vous avez acquis. Si votre conjoint se remarie, il perd ou elle perd le plus souvent le bénéfice de la pension de réversion. Le départ anticipé pour carrière longue, c'est la possibilité de percevoir ses retraites de manière anticipée avant l'âge de 62 ans. Il y a deux conditions à remplir. La première, c'est d'avoir validé 4 ou 5 trimestres avant la fin de l'année civile des 16, 18, 20 ou 21 ans. Et la deuxième condition à remplir, c'est de remplir la condition du taux plein, c'est-à-dire bénéficier du nombre de trimestres requis en fonction de votre année de naissance. Si ces deux conditions sont remplies, vous pourriez bénéficier d'une retraite anticipée avant l'âge d'ouverture des droits de 62 ou de 64 ans. Il est également possible de bénéficier d'un cumul emploi-retraite et de poursuivre votre activité aux États-Unis.
Si vous remplissez la condition pour percevoir vos retraites françaises dès l'âge de 63 ans, vous pouvez le faire à taux plein ou à taux minoré et ensuite continuer votre activité aux États-Unis pour demander votre retraite américaine à l'âge du taux plein de 67 ans. Vous faites un cumul, vous bénéficiez de vos retraites et de vos revenus d'activité. Ce cumul emploi-retraite est possible pour tous les régimes, excepté celui de la fonction publique française, qui est beaucoup plus restrictif. La retraite américaine. La retraite américaine, on a deux bandes d'âge. 62 ans, c'est le premier âge d'ouverture des droits. Le Full Retirement Age, qui est l'âge du taux plein, l'application d'une retraite sans décote, c'est 67 ans. On passe progressivement de 66 à 67 ans pour tous les millésimes d'années de naissance, de 1957 à 1960. Si vous anticipez la perception d'une pension de la retraite de la Social Security américaine, si vous avez 48 mois d'anticipation, vous avez 25% de décote sur votre retraite américaine. Vous avez la possibilité de demander à différer, à reporter la pension de votre retraite du régime de la Social Security entre 67 et 70 ans. Et à ce moment-là, vous avez une bonification de 8% au prorata du nombre de mois de bonification. Pour bénéficier d'une retraite de la Social Security, il faut justifier de 40 crédits, 10 années d'activité. Ces 10 années sont consolidables entre des périodes d'activité en France et des périodes d'activité aux États-Unis. Donc, si jamais vous avez moins de 10 ans et que vous quittez les États-Unis, si vous avez au moins 6 crédits de validés, grâce à la consolidation et l'application de la Convention de sécurité sociale, vous pourrez quand même bénéficier d'une retraite calculée sur le nombre d'années que vous avez réellement réalisé aux États-Unis, mais le bénéfice de la pension n'est pas perdu. Comme là, en France, on cotise sur une assiette maximum qui est de 168 600 dollars en 2024, et le montant maximum d'une retraite pour une personne qui a une carrière complète aux États-Unis, c'est-à-dire 35 ans au plafond, est de 45 864 dollars sur une année pour 12 mois de pension. Il existe un mécanisme aux États-Unis, à la Social Security américaine, qui s'appelle le Windfall Elimination Provision, le WEP, qui consiste à diminuer le montant de votre retraite américaine parce que vous percevez une pension d'un autre pays ou d'un autre organisme. Ce mécanisme vise à diminuer le montant de votre retraite américaine de maximum 7 000,44 $ en 2024. Pour échapper à l'application de ce WEP, il y a deux possibilités. La première, c'est d'avoir cotisé au moins 30 années de substantial earning dans ce régime de la Social Security Administration. Si vous êtes à 30 ans et plus de cotisation à la Social Security américaine, vous n'aurez pas l'application du windfall. La deuxième option pour éviter l'application du windfall, c'est d'appliquer dans le cadre de la Convention de sécurité sociale, d'obtenir le versement d'une pension française ou américaine grâce à la totalisation de votre carrière entre les deux pays, la française plus la carrière américaine. Et dans ce cas-là, si on vous ouvre un droit grâce à l'application de la Convention de sécurité sociale avec totalisation de vos périodes françaises et américaines, vous échapperez à l'application du windfall lorsque vous demanderez votre retraite de la Social Security américaine. Donc, on a vu que la Convention de sécurité sociale vous permet de totaliser le nombre de trimestres pour atteindre le nombre de trimestres requis pour avoir vos retraites françaises à taux plein. Premier avantage. Deuxième avantage, elle vous permet de totaliser les 40 crédits si vous avez moins de 10 ans d'activité aux États-Unis. Troisième avantage, elle vous permet d'échapper à l'application du windfall grâce à la totalisation et à l'application de cette convention. Donc, vous avez tout intérêt, effectivement, à vous mettre en ordre de marche, à bien consolider votre carrière et à bien évaluer quand vous allez devoir demander votre retraite dans le cadre de l'application de la Convention de sécurité sociale France-États-Unis. Vous n'êtes pas obligé de demander vos retraites françaises et américaines en même temps. Vous pouvez dissocier la perception des retraites. Si vous remplissez la condition pour avoir vos retraites françaises à taux plein à 64 ans ou avant avec application d'une minoration, vous avez la possibilité de percevoir vos retraites françaises, de continuer votre activité aux États-Unis et de demander votre retraite américaine à partir de 67 ans lorsque vous aurez atteint l'âge
d'ouverture des droits au taux plein, le Full Retirement Age. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas l'application du WEP, du windfall, parce que vous aurez appliqué dans le cadre de la convention avec une totalisation de votre carrière grâce à la convention de sécurité sociale France-États-Unis. Le cabinet Nouvelle Vie Retraite, nous sommes un cabinet de services indépendant depuis 1986. Nous avons acquis l'expertise de savoir calculer toutes les retraites des régimes de sécurité sociale français. Il y en a 42 en France, hein. Il y a 42 régimes de retraite. Nous savons calculer également bon nombre de retraites des régimes européens. Nous savons calculer bien évidemment la retraite américaine. Nous sommes aujourd'hui plus de 30 collaborateurs et donc nous assistons nos clients dans la connaissance et la perception de leur retraite, de la connaissance de leurs droits de retraite des régimes de sécurité sociale français et étrangers. Nous avons deux prestations sur mesure qui sont des prestations qui dépendent de la complexité effectivement de votre situation. La première, c'est un bilan retraite, c'est des études qui vous permettent de donner de la visibilité et de la perspective. Donc une phase d'audit sur les périodes passées, des phases de travail sur des scénarios futurs d'activité de manière à ce que vous puissiez avoir un rapport, un bilan qui part du passé jusqu'à vos scénarios de fin d'activité et qui vous donne de la perspective. La deuxième prestation, c'est une prise en charge totale des démarches pour demander vos retraites depuis les États-Unis dans le cadre de la Convention. Donc, nous sommes les interlocuteurs des organismes à votre place pour vous et c'est nous qui nous substituons à vous dans toutes les démarches administratives jusqu'à ce que vos retraites soient versées sur votre compte bancaire. Donc pour ces deux prestations, on fonctionne sous forme d'honoraires forfaitaires qui sont calculés en début de mission et qui dépendent effectivement du nombre de pays, de la complexité, du temps de travail que nous allons réaliser sur votre situation, sur votre cas particulier. Depuis 2011, nous sommes certifiés ISO 9001 et cette certification nous a été renouvelée sans cesse chaque année par l'AFNOR, l'organisme français de certification. Vous avez sur cette diapositive mes coordonnées, donc Philippe Lantady, ma ligne directe qui est renvoyée sur mon cellulaire systématiquement. Vous pouvez me contacter à travers mon email et je vous proposerai, si vous le souhaitez, un rendez-vous pour qu'on puisse discuter de votre situation. Ce rendez-vous est gratuit et sans engagement. Voilà, j'espère avoir respecté le temps imparti. Et je laisse maintenant la place à Olivier qui va vous parler de la fiscalité sur les retraites françaises et américaines. J'en profite juste avant, Olivier, comme ça, le temps, si tu veux aussi peut-être faire ton partage d'écran. Euh, il faut poser des questions maintenant, comme ça, elles seront répondues dans l'ordre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant et on les prend toutes à la fin, une par une. Olivier, la parole est à toi. Merci Romain, bonjour à tous. Donc, de mon côté, je vais vous parler donc de la fiscalité des retraites à la fois françaises et américaines. Donc, ça va dépendre également du lieu où vous vous situez au moment où vous allez prendre votre retraite, hein, à savoir est-ce que vous restez résident fiscal américain, est-ce que vous habitez aux États-Unis ou est-ce que vous allez retourner vivre en France à ce moment-là. Donc, je vais vous parler un petit peu de ces deux règles fiscales, sachant que bien évidemment, tout ce que je vais vous dire, c'est basé sur ce qui s'applique au jour d'aujourd'hui, hein. Chaque situation peut être différente et les lois peuvent changer, bien évidemment, dans le futur. Donc, quand on parle de retraite et de fiscalité franco-américaine, il faut se référer aux conventions fiscales qui ont été conclues entre la France et les États-Unis, puisque vous avez le droit interne dans chacun des pays, mais les conventions fiscales vont au-delà des droits internes qui sont prévus dans ces conventions fiscales-là. Donc, hein, ça, c'est important de le connaître. Donc, plusieurs conventions fiscales qui ont été conclues entre la France et les États-Unis. La première convention fiscale, c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui, concerne l'impôt sur le revenu, donc la taxation des revenus à la fois en France et aux États-Unis en fonction de sa situation. Elle a été amendée à plusieurs reprises, cette convention fiscale. Le dernier amendement en date, il date justement de l'année 2009 et il concerne la taxation des retraites françaises et américaines et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Nous avons également la convention fiscale qui a été conclue entre la France et les États-Unis qui concerne les successions et donations, qui est une très très bonne convention fiscale qui a été conclue
entre nos deux pays, puisqu'il n'y a que 16 pays au monde qui ont conclu une convention fiscale sur les successions et donations avec les États-Unis, et la France en fait partie. On a l'accord de sécurité sociale, lui, qui régit surtout l'application notamment des systèmes de cotisation retraite et aussi d'assujettissement aux charges sociales en fonction de cette situation. C'est ce dont vient parler essentiellement de Philippe, qui a été conclu, ce qu'on appelle le Totalization Agreement en anglais, qui a été conclu en 87. Et enfin, l'accord FATCA, dont je parlais un petit peu tout à l'heure, qui lui régit l'obligation des banques françaises envers les résidents fiscaux américains concernant les comptes en banque que détiennent les résidents fiscaux américains, notamment en France. On en parlera tout à l'heure, l'incidence qu'il y a au niveau des retraites. Donc, quand on parle de retraite, Philippe vient d'en parler, on parle du côté des retraites françaises à la fois des régimes de base de sécurité sociale, mais également de tous les régimes complémentaires à caractère obligatoire également. Et du côté américain, on va parler de la Social Security dans un premier temps, et puis ensuite des produits complémentaires de type 401k, IRA et SEP et autres, qui sont les retraites, ce qu'on appelle les retraites par capitalisation. Première chose à ne pas confondre quand on parle de retraite et de fiscalité des retraites, c'est qu'il ne faut pas confondre retraite et placement quand on a des placements financiers à la fois en France et aux États-Unis. Premier exemple, les assurances vie françaises. On pense souvent qu'une assurance vie française est un placement de retraite qui essentiellement est défiscalisé, puisqu'en fait, il bénéficie, même si c'est un peu moins le cas aujourd'hui, d'un avantage fiscal, de certains avantages fiscaux du côté français. Mais attention, nous étant résidents fiscaux américains, si vous habitez ici, vous êtes résident fiscal américain et que vous touchez des assurances vie, vous avez des assurances vie françaises, pour le fisc américain, c'est un plan de placement financier, comme ce qu'on appelle un brokerage account. Donc, il faut faire abstraction de tout ce qui se passe en France au niveau de la fiscalité française, c'est-à-dire que peu importe qu'il y ait une exonération en droit français, c'est le droit américain qui va s'appliquer. Et pour le fisc américain, les assurances vie doivent faire, l'objet d'une taxation sur les revenus de ces assurances vie. Premier exemple, fonds euros, je touche des intérêts chaque année, même s'ils sont investis. En tant que résident fiscal américain, je dois déclarer les intérêts de ces fonds euros ici, aux États-Unis, en tant que revenu et payer un impôt dessus. Également, si je place en unité de compte, attention également, si je liquide ces unités de compte, ça fait l'objet d'une taxation au régime, ce qu'on appelle du PIFIC aux États-Unis, qui est assez punitive en termes de fiscalité. Et enfin, deuxième conséquence fiscale, c'est une conséquence en termes de ce qu'on appelle de compliance, de formalité. Il faut déclarer ses assurances vie françaises sur ces formulaires à la fois FBAR et FATCA. Donc, FBAR, c'est quand on a des comptes en banque à l'étranger et que la somme de ces comptes en banque dépasse 10 000 $ au niveau des balances maximales, je dois faire le formulaire FBAR. Le FATCA, c'est le formulaire 8938 que je dois déposer dès lors que j'ai des actifs financiers qui dépassent 50 000 $ quand je suis célibataire et 100 000 $ si je suis marié. Attention, si j'oublie de déclarer ces assurances vie et que, bien évidemment, j'ai un contrôle fiscal, les pénalités potentielles peuvent faire l'objet d'une amende de 50% correspondant au montant que j'ai oublié de déclarer. J'ai une assurance vie en France de 100 000 €, je peux me retrouver dans une situation où j'ai une pénalité de 50 000, alors même que je n'ai pas eu ou j'ai eu très peu de revenus sur des assurances vie françaises. Attention, même chose sur les plans d'épargne d'entreprise, ce ne sont pas des plans de retraite puisqu'ils peuvent être bloqués à un moment donné et ces plans d'épargne d'entreprise sont considérés comme des placements financiers par le fisc américain. Donc, dès lors que je touche des dividendes ou dès lors que je liquide ces plans d'épargne d'entreprise, je dois payer un impôt aux États-Unis en tant que résident fiscal américain. Peu importe que ce placement fasse l'objet d'une exonération en termes de fiscalité en France, je dois appliquer les règles fiscales américaines. Ce sont des revenus vis-à-vis du fisc américain. Même chose pour les formalités, compliance, je dois déclarer ces plans d'épargne d'entreprise sur mes formulaires FBAR, FATCA et PIFIC, si c'est du PIFIC. Si je ne le fais pas, je peux avoir des pénalités qui peuvent être assez conséquentes. Donc, faites attention à cela, puisqu'on peut avoir des problématiques, notamment, n'oubliez pas que dans le cadre de la FATCA, les banques françaises ont l'obligation de donner un certain nombre d'informations au fisc américain et ces informations, elles le donnent de façon automatique et non pas sur demande. C'est toute la différence. Automatique, ça veut dire que chaque année, les banques françaises envoient un certain nombre de données financières au fisc américain. Il y a une cellule qui existe au ministère de l'économie, à Bercy, et c'est cette cellule qui envoie les informations de façon annuelle au fisc américain qui traite les informations. Donc attention, ne pensez pas que vous n'aurez pas, le fisc américain n'aura pas l'information à un moment donné ou à un autre. Donc, comment ce calcul est payé en fait cet impôt sur les retraites? Donc, il faut se référer à la convention fiscale entre la France et les États-Unis. Qu'est-ce qu'elle dit, la convention fiscale? C'est l'article 18 et l'article 29 qu'il faut regarder. L'article 18 dit la chose suivante: les produits de retraite sont taxables dans le lieu de cotisation. Et il est à rajouter dans un article 29 que cette taxation est une taxation exclusive et unique. Je vais vous en parler après, parce que c'est important. Ça veut dire que c'est taxable uniquement
et exclusivement dans le pays de cotisation. Hein, on parlera tout à l'heure de la saving clause. La saving clause, c'est le droit, par exemple, pour le fisc américain de taxer ses résidents fiscaux sur les revenus mondiaux. Ça ne marche pas dans le cadre des retraites françaises grâce à l'article 18. C'est là où les lois des conventions fiscales, ce qui est prévu dans la convention fiscale, va au-delà des lois internes, même si la loi interne aux États-Unis prévoit une taxation sur ces revenus mondiaux. Dans le cadre de la convention fiscale, je bénéficie d'une exonération d'imposition sur les retraites françaises que perçoivent un résident fiscal américain. On va en parler juste après. Aux dispositions de la convention fiscale, l'article 18, paragraphe 2, permet également un certain nombre de déductions fiscales. Par exemple, si je viens de France, et je m'installe aux États-Unis, que je continue à cotiser un système de retraite français, les déductions, les cotisations vont pouvoir faire l'objet d'une déduction fiscale aux États-Unis, comme si je cotisais un système de retraite de type 401, par exemple 401k, et dans les mêmes limites que un 401k. Donc, c'est quelque chose d'assez avantageux. Ça, c'est à la condition que je ne bénéficie pas d'une carte verte. Dès lors que j'ai une carte verte, cet avantage fiscal, il s'arrête, mais il faut le connaître. Et également, l'accord de sécurité sociale me prévoit d'éviter une double cotisation, un double assujettissement aux charges sociales. Si par exemple, j'ai un salaire en France qui reste assujetti aux cotisations sociales obligatoires en France et que je suis détaché, envoyé par la maison mère pour travailler aux États-Unis, pendant 5 ans, les 5 premières années de détachement, je ne vais cotiser aux charges sociales uniquement françaises et non pas américaines grâce à cette convention. Premier cas de figure, donc, si au moment de votre retraite, vous êtes résident fiscaux américain, vous restez vivre aux États-Unis et vous dites, moi, je reste vivre aux États-Unis et donc, vous touchez des retraites françaises. Je rappelle, article 18 de la Convention fiscale, taxation des retraites dans le lieu de cotisation. Ça veut dire que j'ai cotisé en France, je vais être taxable et redevable de payer mes impôts sur cette retraite française en France en tant que non-résident fiscal français. Et ce sera uniquement en France, j'insiste bien, je vous parlerai après du réel avantage fiscal que je vais avoir en vous donnant un exemple, mais je suis taxé en France. Et en France, comment ça marche? Un non-résident fiscal qui touche une retraite en France va faire l'objet d'une taxation. Pour s'assurer que ce non-résident paye son impôt en France, il va falloir dans un premier temps avoir une retenue à la source qui va s'appliquer, ce qu'on appelle un prélèvement à la source qui va s'appliquer sur les retraites que l'on va toucher en France. Et ce sont les organismes de retraite qui ont l'obligation de faire ce prélèvement à la source. Alors, jusqu'à 16 000 euros de retraite, j'ai 0% de retenue à la source. De 16 000 à 46 000 euros, j'ai 12% de retenue à la source. Et donc, jusqu'à ces 46 000 euros, ce prélèvement à la source, c'est ce qu'on appelle un prélèvement à la source qui est libératoire. Ça veut dire que je ne devrais pas m'acquitter d'un autre impôt vis-à-vis du fisc français, et je ne serai pas redevable d'un autre impôt. Donc, une personne qui va toucher une retraite en France de 40 000 euros, qui est non résident fiscal français, donc jusqu'à les 16 premiers 1 000 euros, il paiera 0% d'impôt. De 16 000 à 40 000 euros, il paiera 12%. Donc, ça vient à dire que cette personne, pour 40 000 euros, il va payer, on va dire en moyenne, peut-être 8%, 7, 8, 9% d'impôt sur le revenu en tant que non-résident. Et du côté américain, grâce à la convention fiscale entre la France et les États-Unis, aucun impôt ne sera à payer aux États-Unis, même si ma tranche d'imposition américaine est supérieure à ces fameux 9% que j'ai payés. Par exemple, s'il n'y avait pas eu de convention fiscale entre la France et les États-Unis, j'aurais payé 9% d'impôt du côté français. Du côté américain, ces 40 000 euros, j'aurais dû les rajouter à mes autres revenus américains. Et si mon taux, par exemple, marginal était, j'ai une bêtise, de 25%, j'aurais dû payer le complément entre 25% et les 9% que j'aurais déjà payé en France, j'aurais dû payer le complément d'impôt aux États-Unis. La convention fiscale dit la chose suivante, j'ai rien d'autre à payer. Donc là, c'est un réel avantage fiscal que l'on a dans le cadre de la convention fiscale. Attention, cet avantage fiscal est un avantage fédéral. Certains États ne reconnaissent pas la convention fiscale. Donc, vous allez avoir certains États, par exemple la Californie, qui va dire, peu importe, c'est un avantage, une convention fiscale qui a été conclue entre le gouvernement fédéral et la France. Nous, c'est 40 000 euros de retraite, vous devez les déclarer en Californie et payer un impôt en Californie. D'autres États, par exemple New York, reconnaissent la convention fiscale et on n'aura pas à payer ces 40 000 euros dans l'État où on habite. Donc attention, quand on parle de convention fiscale, c'est fédéral. Certains États ne les reconnaissent pas et ne suivent pas ces avantages fiscaux. Donc bien connaître cela. Donc ça, c'est la retenue à source. Si je touche plus que 46 000 euros de retraite en France, et je vais avoir une retenue à source de 20%, mais cette retenue à source ne sera pas libératoire. Ça veut dire quoi, pas libératoire? C'est que je vais devoir faire une déclaration fiscale en France, finale,
Et ces revenus supplémentaires à 46 000 euros vont se rajouter à mes autres revenus qui restent taxables en France en tant que non-résident, par exemple des revenus fonciers. Et là-dessus, si j'additionne tout ce qui reste taxable en France, si je suis en dessous de 28 000 euros sur la fraction supérieure, je resterai à 20%. En revanche, si par hasard, j'ai par exemple 66 000 euros de retraite en France, donc ça veut dire que j'ai 20 000 euros au-dessus des 46 000 euros, et qu'en plus, j'ai 30 000 euros de revenus fonciers en France, donc 30 000 euros plus 20 000 euros, ça fait 50 000 euros. Là, je me retrouvais dans la tranche d'imposition de 30%. Donc, j'aurais déjà payé 20% en termes de retenue à source, mais le fisc français me demandera de payer 10% d'impôts complémentaires. Donc, bien comprendre ce système-là au niveau de cette retenue à source, qu'elle soit libératoire ou non libératoire. Les produits de retraite américaines, si je suis non-résident fiscal français, je dois déclarer que mes revenus de source français. Les retraites américaines n'ont rien à voir à faire avec la France, donc j'ai rien à déclarer en France. Elles sont taxables uniquement aux États-Unis, parce que je suis résident fiscal américain. N'oubliez pas de connaître également, quand on est résident fiscal américain, les autres avantages qu'on a aussi quand on habite aux États-Unis. On a la possibilité de cotiser à des systèmes de retraite. Là, on a parlé tout à l'heure des retraites par capitalisation, des 401k qui vous donnent un certain nombre d'avantages fiscaux, notamment des déductions fiscales, mais aussi un système d'abondement. L'employeur va mettre de l'argent également et cet abondement n'est pas taxable. Mais également, vous avez des SEP, des IRA. Même si vous êtes ici pour une durée limitée, vous ne savez pas pour combien de temps vous êtes, ce sont toujours des avantages acquis. Donc, autant cotiser à des systèmes de retraite américains quand on peut l'avoir, même si on est là pour 2-3 ans, ce sont des acquis que vous aurez, c'est votre argent, et vous ne le perdrez pas, puisque si vous retournez en France, vous aurez toujours ces plans de retraite que vous aurez avec vous, et vous aurez bénéficié d'avantages fiscaux. Donc là aussi, quand on vient, on est expatrié, on pense déjà, souvent quand on arrive, qu'on va pas rester longtemps, mais finalement, au bout de 15 ans, 20 ans, comme tout, c'est par exemple mon cas, on est toujours là. Donc certaines personnes se disent, au bout de 10 ans, mince, j'aurais dû faire des jours J, même si j'étais pas sûr de rester. Donc n'hésitez pas à regarder toutes ces problématiques-là. Alexandre, Quentin, on reparlera tout à l'heure justement. Deuxième cas de figure, vous êtes résident fiscal français. Donc pareil, article 18, taxation dans le lieu de cotisation. Donc vous touchez des retraites en France. Alors, en tant que résident fiscal français, les retraites françaises vont être assujetties, aux prélèvements sociaux, ce qu'on appelle la CSG-CRDS. Ça va être à peu près 9% de prélèvements sociaux. Et deux, ces retraites françaises rentreront avec tous vos autres revenus dans le cas d'une taxation sur vos revenus en France comme un résident fiscal français. Donc, vous avez les tranches d'imposition à l'écran. Ça va de 0 à 45%, mais là, vous n'aurez pas de régime de faveur. Les retraites se rajouteront aux autres revenus que vous percevez en tant que résident fiscal français. Maintenant, du côté américain, des plans de retraite américains, l'article 18 de la Convention fiscale, ces plans de retraite américains sont taxables uniquement, exclusivement dans le lieu de cotisation, donc taxables aux États-Unis. Donc, je ne suis pas résident américain, je n'ai pas de carte verte, je ne suis pas citoyen américain. Donc, ces plans de retraite sont taxables aux États-Unis en tant que non-résident. La France, petit hic quand même, c'est que la France va quand même me demander de prendre en compte cette retraite étrangère dans le calcul de ma tranche d'imposition qui va s'appliquer sur mes autres revenus français. Par exemple, j'ai une retraite française de 50 000 euros, une retraite américaine de 50 000 euros. Pour calculer le taux d'imposition qui va s'appliquer sur mes 50 000 euros qui seront taxables pour de mes retraites françaises, je vais prendre mes 50 000 euros français et 50 000 euros américains. Je vais calculer mon taux d'imposition. Et donc, du coup, je vais peut-être me retrouver un taux d'imposition qui va peut-être être supérieur. Donc, j'aurai un petit frottement fiscal, malheureusement, parce que même si dans le cas de la convention fiscale, le fisc français ne peut pas me demander de payer un impôt sur mes retraites américaines en France, et en revanche, il y a une petite astuce qui dit il faut quand même prendre cette retraite américaine pour calculer son taux d'imposition sur les revenus qui restent taxables en France. Donc, bien comprendre cela. Du côté américain, on va s'identifier dans deux cas de figure en tant que non-résident. Sur la Social Security que l'on va percevoir, on aura une retenue à source libératoire de 30%. Donc ça, ce sera libératoire. Ça veut dire que c'est l'impôt que j'ai payé, c'est 30% en tant que non-résident. Sur les autres produits de retraite à caractère complémentaire, 401k, Traditional IRA et autres, ou SEP par exemple, sur ces retraites-là, j'aurai une retenue à source de 30%, mais elle ne sera pas libératoire. C'est-à-dire que dans un deuxième temps, je pourrais faire déposer ma déclaration fiscale de non-résident. Et si en calculant mon impôt final, j'arrive à un impôt inférieur à 30%, le fisc américain me remboursera le différentiel sur ma déclaration fiscale, comme quand c'est le cas aujourd'hui, quand on fait sa déclaration fiscale avec un salaire. Attention, il y a un grand cas particulier quand on parle de retraite américaine et retraite française d'ailleurs. Et certains cas d'entre vous, vous allez vous dire, mais moi, je suis carte verte, je suis américain, je veux partir, je vais rentrer vivre aux États-Unis, en France, pardon. Donc, je vais vous dire, attention, quand on est carte verte, enfin, surtout si c'est américain, peu importe où on habite dans le monde, on reste résident fiscal
américain, donc on est redevable de payer ses impôts sur ses revenus mondiaux. Donc, il faut continuer à faire des déclarations fiscales, hein, même si on n'habite plus aux États-Unis. Vous allez peut-être me dire, bah non, moi finalement, je veux rentrer en France, je veux rendre ma carte verte, rendre mon passeport, ne plus rien avoir à faire avec le fisc américain. Alors, attention à cela. Il y a une notion qui existe aux États-Unis, qui est la notion d'expatriate, première chose. Qu'est-ce qu'un expatriate? C'est une personne soit qui a son passeport américain qui le rend, soit une personne qui a une carte verte et qui possède cette carte verte depuis au moins 8 ans au cours des 15 dernières années. Attention, 8 ans, une année écoulée est une année entamée. J'ai eu ma carte verte en novembre, ça compte pour une année pleine. En janvier, ça compte pour une année pleine. Techniquement, c'est plutôt 6 ans même de détention de carte verte. Donc, dès lors que cette personne rend cette carte verte, ce passeport américain, il est expatrié. Après, on va regarder la notion de cover expatriate. Le fisc américain vous dire, OK, vous pouvez rendre votre passeport, votre carte verte, mais par contre, on veut peut-être vous faire payer ce qu'on appelle une exit tax, mais on veut voir si vous rentrez dans les critères pour payer cette exit tax. Et donc, c'est la notion de cover expatriate. Cover expatriate, c'est une personne qui remplit l'un des 3 critères suivants. Donc, c'est un expatrié, hein, cette fameuse personne, c'est américain qui rend son passeport ou carte verte depuis au moins 8 ans et qui rend sa carte verte. Premier cas de figure sont l'impôt moyen qu'il paye au moment où il rend son passeport, sa carte verte, est de 200 000 $ par an au cours des 5 dernières années précédant l'année où j'ai rendu mon passeport ou ma carte verte. Donc, en moyenne, je payais 200 000 $ d'impôt par an. Il faut déjà l'atteindre. Ou alors, si je ne remplis pas ce critère, on regarde si je remplis un deuxième critère. Hein. Ce n'est pas des critères cumulatifs, c'est l'un ou. Deuxième critère, c'est la net worth, donc mon patrimoine, si il est supérieur à 2 millions de $. Mais dans la notion de net worth, c'est patrimoine mondial. Dans le patrimoine mondial, on prend les biens immobiliers que j'ai en France, aux États-Unis, ailleurs, les plans d'action en France, aux États-Unis, ailleurs, mais également les plans de retraite. Donc, quand on est proche de sa retraite, on pourrait se dire, je suis loin des 2 millions de $. Pour un couple, ça fait 4 millions. Mais quand on est proche de la retraite, qu'on a accumulé toute sa vie un 401k, si on rajoute bout à bout, on peut être près de ces critères. Troisième critère, c'est ne pas être à jour de ses obligations fiscales. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je rends une déclaration fiscale chaque année. Si vous déposez des déclarations erronées au cours des 3 dernières années, précédentes l'année où vous rendez votre passeport, vous êtes covered expatriate. Une déclaration erronée, c'est j'ai oublié de déclarer mon assurance vie en France. J'ai oublié de déclarer mon plan d'épargne d'entreprise en France. J'ai une déclaration erronée et auquel cas, le fisc américain me dira vous êtes covered expatriate, même si vous avez un patrimoine que de 100 000 €, vous êtes covered expatriate. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir payer un impôt, ce qu'on appelle une expatriation tax, sur tout ce que j'ai accumulé jusqu'au jour où j'ai rendu mon passeport américain, ma carte verte. Donc, toutes les plus-values latentes que j'ai accumulées, on va faire un point final. On va regarder, on va figer mon patrimoine quand je rends mon passeport. Et ce patrimoine-là, on va dire, si par exemple, j'ai acheté une maison, 100 000, elle vaut 1 million quand je rends mon passeport. J'ai accumulé des actions, pareil. J'ai acheté 100 000, elle valent 1 million de $. Bah, ça me fait 900 000 $ de plus-value. Donc, on va me dire, c'est comme si je liquidais ce patrimoine, même si techniquement, je ne le fais pas. Et on va me demander de payer un impôt sur cette plus-value ou d'apporter des garanties pour payer cet impôt sur cette plus-value. Mais 2, c'est là où on en revient avec les retraites, c'est qu'on considère quand on est cover expatriate, que l'on accumule, c'est comme si on liquidait ces plans de retraite que l'on a accumulés. J'ai accumulé 401k, des IRA pour le fisc américain. C'est comme si je touchais d'un seul coup ces retraites-là. Attention, parce que c'est surtout dans le cas d'un IRA, dans le cas d'un 401k, on peut demander un sursis d'imposition, mais dans le cas d'un IRA, eh ben, le fisc américain, notamment un traditional, puisqu'un ROS, on n'a pas de problématique, un traditional, on va vous dire, payez maintenant un impôt sur les retraites que vous avez accumulées jusqu'au jour où vous partez. Même si techniquement, légalement, je n'ai pas le droit de les toucher parce que j'ai moins de 59 ans et demi et que je paierai une pénalité, le fisc américain va dire non, peu importe. Pour nous, c'est comme si vous liquidiez, vous voulez partir, pas de problème, mais c'est comme si vous liquidiez votre patrimoine de retraite. Donc attention à cela. Conséquence fiscale de rendre son passeport ou sa carte verte, ça peut avoir une incidence sur les retraites qu'on a accumulées et ça peut accélérer le paiement d'un impôt sur ces retraites qu'on a accumulées. Dernier inconvénient, très important à connaître également au niveau des conventions, au niveau de cette notion d'expatriate, c'est que lorsque l'on rend sa carte verte, qu'on est covered expatriate, toutes les donations futures ou les successions futures qu'on va le faire l'objet à ces enfants qui, eux, sont restés résidents fiscaux américains, qui ont gardé leur carte verte ou leur passeport, feront l'objet d'une taxation, d'un impôt sur les donations et successions aux États-Unis à hauteur de la tranche marginale d'imposition qui existe sur les donations et successions aux États-Unis de 40 000 $, de 40%, sans quasiment aucun abattement. Avec aujourd'hui, on peut faire un abattement jusqu'à 13 millions de $. Là, on n'aura plus rien si on est couvert d'expatriate. Et le fisc, vous allez un petit peu punir vos enfants en rendant votre passeport. Donc, attention à ces conséquences fiscales-là qui peuvent avoir une incidence très importante. Enfin, dans le cas des successions, n'oubliez pas, quand on parle de retraite, il y a aussi une notion qui est la notion de succession des retraites qu'on oublie souvent. En France, vous avez des plans d'épargne retraite
elles font l'objet d'un assujettissement à l'impôt sur les successions, que ce soit, tout dépend en fonction de l'âge à laquelle vous avez, bien évidemment, vous décédez, donc avant 70 ans ou après 70 ans. Vous voyez à l'écran sur le côté gauche, il y a une taxation qui est différente. Mais également aux États-Unis, tous les plans de retraite rentrent dans le patrimoine de succession. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas une grosse problématique parce que j'ai 13 610 000 $ quand je suis résident fiscal américain. Sauf que la notion qui est importante aux États-Unis, c'est qu'on n'a pas une notion, il n'y a pas de step-up quand un héritier touche une retraite dans le cadre d'une succession. Par exemple, tous les plans d'IRA ou Roth IRA, par exemple Traditional IRA ou un 401k, c'est comme si c'était la personne qui en hérite qui avait cotisé. Ça veut dire que dès lors qu'il touchera $1 sur cette retraite, il sera taxé aux États-Unis comme si c'était lui qui l'avait cotisé. C'est ce qu'on appelle, on n'a pas une notion de step-up, c'est-à-dire qu'on ne réévalue pas la valeur du portefeuille au moment du décès dans le cadre des plans de retraite américains. Donc attention à cela, c'est là où parfois ça peut être plus intéressant d'avoir un Roth pour optimiser la partie successorale également. Les formulaires pour conclure qu'il faut connaître. Formulaire, les 8833, c'est quand on fait l'objet de l'appel à la convention fiscale et on demande un certain nombre d'exonérations. Alors normalement, dans le cadre des retraites, on n'a pas l'obligation de le faire. Nous, on aime bien le faire pour être en termes de protection, mais ce n'est pas une obligation. Mais en règle générale, quand on fait appel à la convention fiscale, il faut remplir ce formulaire-là. Autre formulaire à connaître, c'est 8938, qui est le fameux formulaire FATCA. Attention, tous les plans de retraite à caractère privé étranger doivent être déclarés dans le 8938 dans le FATCA. Des plans d'épargne retraite qui sont privés doivent être déclarés dans le cadre du FATCA, mais également dans l'EFBA. C'est-à-dire que si vous avez des plans de retraite français qui sont déposés dans des institutions financières en France, il faut également le déclarer dans les formulaires FBAR. Faites attention à cela. Du côté français, qu'est-ce qui va se passer quand vous avez touché votre retraite? Si, par exemple, vous êtes non-résident fiscal français, il faudra déposer chaque année le formulaire 2042, mais également le formulaire 2041E, qui, lui, va retracer toutes les retenues à source qui ont été prélevées par les organismes de retraite. Ça, c'est important de le faire parce que si vous ne le faites pas, par défaut, le fisc français va considérer que l'intégralité de vos retraites est taxée à plus de 20%. Alors, ce n'est pas le cas. Il faut remplir ce formulaire 2041E pour leur montrer qui a été assujetti aux retenues à source et ce qui est libératoire ou pas. Et enfin, on a un service des impôts dont on dépend, le centre des impôts des non-résidents. Il est basé à Noisy-le-Grand. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les solliciter, puisque quand on est non-résident fiscal français, on dépend de ce centre des impôts. Pour conclure, je vous invite à nous contacter. Vous pouvez aller sur notre site internet pour nous contacter et voir les différents interlocuteurs dans tous les bureaux qu'on a un petit peu aux États-Unis. On a des bureaux dans les grandes villes américaines. Mais je vous ai mis également un QR code. Pour mardi prochain, on fait une journée spéciale pour la conférence French Morning dans laquelle on a mis un taux particulier. En général, on fait des consultations de 1 heure. Là, on va faire des consultations d'une demi-heure. Donc, si vous scannez ce QR code, vous pourrez bloquer un rendez-vous pour mardi prochain. Comme ça, on pourra répondre à votre question. N'hésitez pas à le prendre parce que peut-être que ça partira vite, mais sinon, on ouvrira le calendrier un peu plus tard. Mais là, vous pouvez ouvrir le QR code dans ce cadre-là. Les questions, pareil, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, comme l'a dit Romain, et on y répondra après l'intervention d'Alexandre Quentin qui va pouvoir maintenant prendre la parole. C'est à toi, Alexandre. Je vais enlever mon partage d'écran. Merci beaucoup. J'en profite du coup pour dire, je viens de faire le test. Donc, on peut prendre directement rendez-vous avec les équipes d'Olivier en scannant ce QR code. Si jamais vous avez besoin, je vais aussi, si vous n'avez pas eu le temps de le scanner, ce que je fais, c'est que je vais le mettre dans le chat. Donc, vous pourrez aussi cliquer directement dans le chat pour prendre rendez-vous. C'est quelque chose que Olivier fait rarement, donc là, il a bloqué une journée pour ça. Donc, n'hésitez vraiment pas à en profiter. C'est assez rare. Alexandre, la parole est à toi. Merci beaucoup. On va conclure aujourd'hui sur l'aspect un peu plus patrimonial, justement, de la partie retraite entre la France et les États-Unis. Et j'ai prévu notre conversation aujourd'hui sur la réponse à une question que vous avez posée en amont de ce webinaire, que vous nous avez envoyé. Et deuxièmement, donc, sur les solutions patrimoniales à notre disposition pour être dans une position la plus optimale possible, pour pouvoir potentiellement à terme générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. Mais avant qu'on s'entre dans le vif du sujet, quelques mots sur notre cabinet ESA France Financials. On a une équipe maintenant de 17 Français et un Américain. On est basé à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York.
Et on permet aux cadres entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de pouvoir gérer leur pratique financière. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier. On est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, on a cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Voilà, répondons à cette première question que vous avez posée, c'est que faire de ces comptes de retraite, que ce soit par exemple les anciens 401k ou IRA, etc. On va répondre à cette question tout de suite. Donc, par exemple, vous avez un 401k, vous partez de votre employeur parce que vous revenez en France ou simplement vous avez changé d'employeur ici aux États-Unis, ou par exemple, vous passez l'âge de 59 ans et demi, et bien vous avez la possibilité de pouvoir prendre des décisions sur votre ancien 401k. Et voici les 4 options à votre disposition. Premièrement, vous pouvez le garder. Vous pouvez garder votre 401k qui deviendra un ancien 401k et l'impact que cela pourrait avoir serait par exemple que maintenant vous devez vous acquitter des coûts liés à ce 401k qui a été géré par votre ancien employeur. C'est maintenant vous qui gérez ces coûts-là, mais vous pouvez rester dans les investissements que vous avez déjà réalisés et garder votre 401k chez votre ancien employeur. Deuxièmement, vous pouvez sortir l'argent du 401k complètement. Si vous sortez l'argent avant 59 ans et demi, vous allez faire face à une pénalité de 10%. Et évidemment, chaque dollar qui sort du 401k, comme vous n'avez jamais été fiscalité dessus, puisque vous avez une déduction fiscale lorsque vous avez positionné de l'argent dans votre 401k, vous avez eu un déferrement fiscal. Le jour où vous sortez de l'argent d'un 401k, il sera fiscalisé sur le revenu. Et donc, si vous sortez l'argent avant 59 ans et demi, vous avez la fiscalité sur le revenu, plus 10% de pénalité. Si vous sortez après 59 ans et demi, eh ben vous avez juste la fiscalité sur le revenu. Mais vous pouvez évidemment sortir de l'argent de votre 401k lorsque vous partez de votre employeur. Une troisième solution, c'est de faire appel à cette exemption qu'on appelle 72T ou ce qu'on appelle the Rule of 55. Donc, si par exemple vous êtes chez un employeur, vous avez travaillé pendant maintes années, que vous sortez de votre employeur après 55 ans, vous pouvez potentiellement sortir votre argent de votre 55 ans sans avoir ces pénalités de 10% ou ce qu'on appelle la règle 72T, c'est de pouvoir sortir un montant égal chaque année qui est vraiment restreint dans ses possibilités, mais pour éviter cette pénalité de 10% avant 59 ans et demi. La dernière, c'est par exemple de faire un rollover, c'est-à-dire de transférer son 401k vers un IRA, Individual Retirement Account. Donc, c'est un compte de retraite individuel. Il n'y a pas d'implication fiscale lors de ce transfert. On va maintenant se retrouver dans un IRA qui va nous ouvrir simplement toutes les options patrimoniales à notre disposition. Nous ne sommes plus bloqués maintenant entre 20 et 25 mutual funds à disposition au sein du 401k. Ça va nous ouvrir les possibilités d'investissement global et potentiellement également de ce qu'on appelle les annuities ici aux États-Unis. Donc, j'aimerais bien juste mettre l'accent juste sur les différents types d'annuities. Il en existe un paquet. Il y a certains qui ont de bonnes ou mauvaises presse, peu importe. De nos jours, nous avons un nombre pléthorique de solutions patrimoniales, notamment sur ce qu'on appelle les annuities au sein de ces IRA et qui très probablement pourrait avoir du sens pour vous. C'est très rare qu'une solution d'annuité ne soit pas prise en considération. Ça va dépendre de votre âge, de vos objectifs, mais généralement, avant 55 ans, on va potentiellement considérer ce qu'on appelle un capital annuity, et après 55 ans, potentiellement un income annuity déféré. On va faire un point sur les deux, puisque ça peut être assez intéressant à considérer. Premièrement, parlons de capital annuity. Vous allez donc transférer votre 401k vers votre IRA. Maintenant, vous avez ce montant et vous allez mettre au sein de votre IRA un capital annuity en place. Comment ça fonctionne? C'est un contrat sur lequel vous allez être 100% sur un index américain. Donc, par exemple, sur le S&P 500, vous allez être 100% agressif ou agressif. Pourquoi? Vous avez la possibilité de le faire parce que généralement, on se dit, plus je suis proche de ma retraite, plus je vais réduire le risque de mon portefeuille. Parce que s'il y a un vrai crash qui arrive, ce qu'on appelle dans la zone la plus dangereuse de la planification financière, qui sont les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, cette zone de 10 ans, s'il y a un crash massif dans cette zone-là, on peut se retrouver en situation de difficulté. Donc, généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on réduit la partie action, on augmente la partie obligataire pour réduire la volatilité du portefeuille. Mais pourquoi est-ce que les gens font ça? Et la majorité des gens le font, c'est parce qu'il n'y a aucune stratégie patrimoniale qui a été mise en place en amont. Parce que si vous avez généralement outsourcé la gestion du risque par d'autres classes d'actifs qui sont, elles, sécurisées, vous pourriez garder un portefeuille agressif. D'autant plus, si vous êtes maintenant dans un capital annuity, l'avantage d'être 100% agressif, c'est qu'on va pouvoir avoir 100% la possibilité de l'augmentation des marchés. Mais pourquoi est-ce qu'on peut se le permettre? C'est parce qu'on va pouvoir choisir un niveau de protection en cas de baisse. On peut par exemple choisir moins 10%, moins 20%, ou même 100% sécurisé. On peut choisir un niveau de protection en cas de baisse. Ce sont des contrats qui sont généralement sur une durée de 6 ans.
qui est renouvelable indéfiniment. Et voilà comment ça va se passer. Imaginons qu'on prenne la protection à 10%. Imaginons qu'à l'issue des 6 ans, le marché finit en baisse. S'il a perdu moins 8%, nous n'avons rien perdu. S'il a perdu 12%, on a perdu 2. S'il a perdu 23%, on a perdu 13%. Les premiers 10% seraient protégés en cas de baisse si j'ai choisi la protection de moins 10% à l'initiation du contrat. À l'inverse, maintenant, si le marché finit en hausse, je vais avoir la possibilité d'avoir un coefficient multiplicateur en cas de hausse, qui en ce moment est à peu près de 140%. On a 1,4 fois l'augmentation des marchés illimités. Si le marché a pris 10, on prend 14, il a pris 100, on prend 140, s'il a pris 200, on prend 280, et ainsi de suite. On a une augmentation démultipliée à la hausse, un niveau de protection en cas de baisse, on est 100% régressif, et en plus, la plupart du temps, c'est pour un frais qui est de 0%. Ça nous permet de réduire les frais, d'être plus agressif, prendre moins de risques et tout en multipliant les possibilités de rendement. Généralement, quand on est plutôt jeune et quand on fait ce type de transfert, c'est ce type de solution-là qui peut avoir beaucoup de sens, comparé à un mutual fund qui, lui, va augmenter et baisser au gré des marchés financiers à hauteur de plus 1 ou moins 1, selon son augmentation et sa baisse. Là, on va pouvoir prendre moins de risques, générer plus potentiellement de rendement et prendre moins de frais. Donc, ça a beaucoup de sens généralement de considérer ce type d'instrument. Quand on se rapproche de la retraite, on va potentiellement faire appel à ce qu'on appelle des income annuity. Je vais vous montrer un exemple de ce qu'on appelle un fixed income annuity que j'ai justement parlé avec un client ce matin. Donc, c'est un exemple concret. Peu importe le montant, je vais prendre le montant que j'ai discuté avec ce client ce matin, mais peu importe ce montant. Donc, ce matin, j'ai discuté avec une personne qui avait 54 ans et qui a 1,4 million de dollars dans son 401k dans lequel on va pouvoir faire le transfert vers un IRA. Donc, on va transférer l'argent vers un IRA et on va utiliser ce qu'on appelle un fixed income annuity sur lequel on va donc transférer. Ok, je vais revenir à la page. Voilà. Donc, 1,4 million de dollars directement à l'intérieur de ce type d'instrument-là. Alors, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ces 1,4 million de dollars vont pouvoir être liés au marché financier. Mais en parallèle de ce compte qui va augmenter au gré de l'augmentation et de la baisse des marchés financiers sur le long terme, je vais avoir une valeur de garantie du contrat qui va être en parallèle de cette valeur réelle, sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour avoir une valeur de revenu garanti à vie à un moment futur dans un moment futur. Alors, comment est-ce que ça s'articule? Le jour où on positionne ce montant, quel qu'il soit, ça peut être 100 000 $, peu importe, là, dans ce cas-là, c'est 1,4 million, on a premier jour, dès qu'on dépose l'argent, une augmentation de 30% de cette valeur-là, qui nous permettrait donc 30% tout de suite de cette valeur-là. Et après, chaque année où on va attendre, on va avoir une augmentation de 8% de ce montant-là, et cela de manière compounded. Donc, c'est 1,4 million qui a déjà gagné 30%. Si on attend un an, ce montant-là gagne 8%. Si on attend encore une année, on gagne encore 8% sur ce montant-là, et ainsi de suite. Ce qui fait que si on attend 10 ans, à l'âge de 64 ans, on va se retrouver à un montant de valeur sur lequel on va pouvoir s'appuyer de 3,9 millions de dollars, 3 930 000 $ pour être exact, minimum garanti. Ce n'est pas lié au marché financier, c'est la garantie de l'instrument sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour avoir un revenu garanti à vie sur la base à l'âge de 64 ans de 4,84% de ce montant-là à vie, ce qui nous fait un chèque de 190 000 $ par an pour le reste de notre vie. Voilà ce qu'on a pu accomplir avec cet instrument. Ça, c'est le worst case scénario. Parce que si le marché financier avait fait mieux, on pourrait prendre cette valeur-là. Mais au pire du pire, en déposant ce montant-là, nous allons pouvoir générer 10 ans plus tard 190 000 $ de revenus minimum garantis à vie à partir de 64 ans. Donc voilà le type d'instrument qui existe de nos jours, sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et c'est sur la partie ici qu'on appelle la partie flooring que l'on va voir dans la deuxième partie de cette présentation. Donc, pour la deuxième et dernière question de cette présentation sur l'aspect patrimonial, donc quelles sont les opportunités patrimoniales à saisir ici aux États-Unis, peu importe où vous serez à l'avenir, je dirais même surtout en cas de retour en France. Si vous restez aux États-Unis, évidemment, c'est à votre disposition. Mais l'avantage de ce que je vais vous montrer et vous proposer d'un point de vue stratégique, c'est qu'on va garder les avantages financiers, fiscaux et légaux
en cas de retour en France. Donc, vous avez cette liberté d'esprit de se dire oui, je vais prendre des décisions financières et patrimoniales qui n'auront pas d'impact négatif en cas de retour. Ce que l'on veut surtout éviter, c'est que si vous prenez des décisions financières ici, que vous n'êtes pas obligé dans quelques années, en cas de retour en France, de faire 3 pas en arrière pour pouvoir repartir de l'avant. C'est de pouvoir s'appuyer sur vos prises de décision patrimoniales que vous allez prendre ici pour continuer à construire votre avenir patrimonial financier. Alors, commençons déjà par ce qu'on appelle la stratégie patrimoniale classique, dite à la française, qui est la meilleure stratégie à mettre en place en France si nous étions amenés à rester en France pour le reste de notre vie. Ce qui n'est évidemment pas le cas pour nous, Français des États-Unis. Et voilà comment elle s'articule. Et vous allez peut-être vous y retrouver d'un point de vue stratégique. C'est que généralement, en phase d'accumulation, on va accumuler un maximum de richesses, qu'on va diversifier pour qu'un jour, le jour où on souhaite partir à la retraite et que le patrimoine puisse prendre le relais, vivre de ces revenus patrimoniaux, de potentiellement, imaginez, vous avez acheté dans l'immobilier, vous avez repayé le prêt immobilier, vous allez revivre en tant que rentier et lors du décès, ce qui restera passera à la génération future. Et généralement, on a un certain nombre de stratégies pour démembrer le patrimoine, etc., pour réduire l'impact fiscal successoral. Mais voilà un petit peu l'idée. On accumule du patrimoine, on le diversifie, on vit des revenus. Parce que maintenant, pourquoi on fait ça? Généralement, c'est à cause du risque de longévité. On a l'opportunité, la chance de nos jours de peut-être vivre 20, 30, 40, 50 ans à la retraite. Et donc, pour avoir cette capacité à générer un revenu pour le reste de notre vie, on va garder le patrimoine intact et vivre des revenus de ce patrimoine pour le reste de notre vie. Je pense que beaucoup de gens qui sont devant leur écran s'y retrouvent, puisque c'est la meilleure stratégie à mettre en place en France. Et peu importe où on s'exporte, on va garder ce mode de pensée. La problématique, c'est que le jour où on part à la retraite, on va faire face à une vingtaine de risques, qu'on le veuille ou non, qui va mettre tellement de pression au quotidien que ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie. Les 4 risques majeurs sont 1, la longévité, on en a parlé, puisque plus on va être en vie, plus ça va être un coefficient multiplicateur des autres risques. Deuxièmement, c'est l'inflation. On la sent en ce moment, évidemment. Donc, si on veut garder le style de vie, il faut faire face à l'inflation. Troisièmement, c'est la taxation. Il faut savoir qu'on est dans un bas historique ici aux États-Unis. Dans les années, à l'heure actuelle, on est à 37% en taux marginal supérieur. On était à 39,6% il y a 4 ans. On était à 70% dans les années 70. On était à 93% dans les années 30-40. On est historiquement dans un bas historique au niveau de la fiscalité. Si on revient sur une moyenne historique fiscale, évidemment, notre net serait impacté négativement. Et puis, enfin, c'est la volatilité. Déjà, c'est l'ordre des rendements qu'on a vu, puisque c'est la zone des 10 ans, 5 ans avant la retraite, 5 ans après la retraite. S'il y a un crash majeur dans cette zone-là, évidemment, on serait beaucoup plus affecté que si on avait un crash à l'âge de 92 ans, évidemment. Et deuxièmement, c'est le risque en lui-même de pouvoir générer du revenu. Si on imagine, par exemple, de prendre 5% de revenus de notre patrimoine à la retraite, il y a un certain risque associé. Il y a cette compagnie de recherche en investissement qui s'appelle Morningstar, qui a fait un white paper à ce sujet et qui s'est posé la question, quel serait le montant, le pourcentage de mon patrimoine que je pourrais m'offrir de prendre chaque année pour avoir un certain niveau de succès, un certain pourcentage de succès. Pour avoir 99% de chances de succès, il ne faudrait pas prendre plus de 4% de son revenu, de son patrimoine pour avoir 99% de chances de succès. Si par exemple on assume 5 ou 6% et que la probabilité de succès descend à 70%, si votre planification financière se base sur 70% de chances de succès et qu'en parallèle, par exemple, vous avez un vol pour Paris demain et que vous n'avez que 70% de chances d'arriver à destination, potentiellement, ce ne serait pas forcément le vol que vous prendriez ou bien la stratégie patrimoniale que vous souhaiteriez avoir. Et ça, c'est un petit peu la complexité de la stratégie patrimoniale, c'est que est-ce qu'on va prendre plus de risques en phase d'accumulation pour avoir un montant beaucoup plus élevé sur lequel on va être confortable à 4%, ou bien est-ce qu'on va prendre moins de risques en phase d'accumulation, on va avoir moins d'argent, mais prendre un peu plus de risques à la retraite pour avoir le style de vie espéré et potentiellement pouvoir se retrouver dans une situation de difficulté. C'est exactement cela la problématique. Bon courage si vous êtes encore dans cette stratégie-là. Mais on va voir aujourd'hui que vous êtes résidente fiscale américaine aujourd'hui et que vous pouvez dès maintenant, quel que soit votre âge, changer la donne pour le meilleur. Et voilà comment on va pouvoir le faire. Donc, les 2 opportunités sont, 1, d'avoir un lien avec les États-Unis aujourd'hui, parce que vous y habitez, vous avez une résidence, etc., vous avez un contrat de travail, vous êtes aux États-Unis. Deuxièmement, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de visibilité. Si vous repartez dans 2 mois, dans 3 mois, dans 5 mois, dans 1 an, dans 20 ans, peu importe, c'est juste le fait que vous ayez un lien avec les États-Unis qui vous ouvre la porte à des stratégies patrimoniales qui fait que vous serez dans une position pour générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer votre succession. Et on va voir exactement comment on peut pouvoir le faire. Les 2 stratégies à mettre en place, à considérer en parallèle de cette stratégie à la française. La stratégie à la française s'appelle, en termes anglais, ce qu'on appelle probability based. On va se baser sur la probabilité de succès et on va générer des revenus chaque année.
On va coupler cette stratégie-là avec 2 stratégies basiques qu'on appelle le flooring et le bucketing. Alors, qu'est-ce que le flooring? C'est la compréhension que dans notre vie, nous avons 2 types de dépenses. Nous avons les dépenses primaires pour se loger, se vêtir, etc. Et nous avons les dépenses discrétionnaires. Aller au restaurant, voyager, etc. Et l'objectif, c'est que si on peut arriver à la retraite où nos dépenses principales et primaires sont garanties pour le reste de notre vie, le reste de nos revenus patrimoniaux pourront être pour ce qu'on appelle les dépenses discrétionnaires, ce que j'appellerais le fun money, c'est de pouvoir dépenser de l'argent sur les enfants, les petits-enfants, se faire plaisir, etc. Donc, premièrement, il s'agira de mettre en place un certain nombre de ressources, de revenus garantis à vie qui va pouvoir faire en sorte qu'on ait des revenus garantis pour le reste de notre vie, pour les dépenses de base. Et nous avons chacun un chiffre qui est très personnel. Ça peut être 4 000 $ par mois, 10 000 $, 20 000, peu importe. Si ce montant-là rentre de manière complètement garantie à vie, déjà, on va déjà avoir déjà une certaine relaxation. On est sûr d'avoir ce montant-là pour le reste de notre vie. Maintenant, le reste de nos revenus, ça va être juste pour le fun, ça va être notre paycheck. Et on va voir ça ensemble. La deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle une stratégie de bucketing. C'est la compréhension qu'à la retraite, on va passer par plusieurs phases. 3 phases généralement, au lieu de penser à la retraite que d'une seule phase. On se dit on a la phase d'accumulation et puis après on a la retraite, qui dans l'imaginaire n'est qu'une seule phase. Dans la réalité des choses, on va généralement passer par 3 phases. Premièrement, c'est ce qu'on appelle les go-go years. C'est qu'on a la santé, la mobilité, les enfants, les petits-enfants. On veut en profiter, on a bien travaillé, on a bien trimé dans sa vie. Maintenant, c'est notre moment to shine. Il s'agit de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir dépenser cet argent. Et on espère, et je touche du bois, on espère que cette période-là va durer le plus longtemps possible. Parce qu'évidemment, on va passer malheureusement de plus en plus vers une période qu'on appelle les slow years. On va perdre en mobilité, en motricité, et ainsi potentiellement se replonger un peu plus dans les livres ou passer du temps devant Netflix. Et à ce titre, on va dépenser un peu moins d'argent. Et malheureusement, c'est la dernière phase de notre vie. Les pépins de santé vont se développer, on va commencer à être alité. Et donc, les pépins liés à la santé et aux besoins potentiellement successoraux vont se développer. Et donc, on va avoir un niveau de dépenses demandé beaucoup plus élevé également en fin de vie. Donc, c'est comme si on avait une courbe du sourire en dépensant pas mal d'argent au départ, puis un peu moins, et puis un peu plus en fin de vie. Et donc, c'est une courbe de sourire en termes de dépenses. Et donc, si stratégiquement parlant, on peut dédier certaines classes d'actifs à certaines phases de notre vie, on va être beaucoup plus granulaire sur notre stratégie patrimoniale et ainsi être en position de force pour pouvoir générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. Et on va voir exactement comment on va le faire. Déjà, petit rappel sur les 5 sources de revenus pour la partie flooring. Nous avons 5 sources de revenus garanties pour le reste de notre vie. La sécurité sociale française, la sécurité sociale américaine, les complémentaires de retraite françaises, les defined benefit plans, ce qu'on appelle les pensions. Si vous avez encore la chance d'avoir un employeur qui a un revenu garanti qui vous attend à la retraite, il existe encore 13% des grosses compagnies américaines qui ont un pension pour leurs employés. C'était plus proche des 60% dans les années 60. Maintenant, on est passé, on va dire, un plan par capitalisation à travers le 401k. Mais il y a encore certaines compagnies qui vous permettent d'avoir une pension pour le reste de votre vie. Et dernièrement, on l'a vu, c'est d'utiliser ces pensions privées qu'on appelle annuities pour pouvoir s'assurer qu'on ait des revenus garantis pour le reste de notre vie. Et si le cumul de ces 5 sources de revenus fait que vous avez votre revenu garanti pour vos dépenses primaires, c'est par exemple ces 5 000, 10 000 $ par mois qui rendent de manière complètement garantie, maintenant, avec le reste de son argent, on va parler de la stratégie de bucketing. Et donc, on va finir cette conversation aujourd'hui par un petit graphique qui va vous expliquer de manière stratégique comment est-ce qu'on va pouvoir se positionner pour pouvoir être dans une position de force. Alors, stratégie à la française, de base, nous avons accumulé en phase d'accumulation un certain patrimoine qui est diversifié. Donc, je vais prendre un exemple, je vais prendre $1 million, mais vous pourriez avoir que 500 000 ou 2 millions, 3 millions, 4 millions, etc. Pour chaque $1 million, on va pouvoir générer un certain revenu. Donc, assumons 5% de revenus et 20% d'impôts, ça nous fait 4% net. Donc, pour chaque $1 million, on aurait 40 000 $ de revenus nets et on fera ça pour les autres vies. Et on est diversifié, on a de l'immobilier, on a du financier, on a du cash à la banque, on a peut-être des parts dans un business ou dans le 401k. On est diversifié, on vaut un certain montant de patrimoine et si on assume 4% net, voilà, si c'est 5 millions, ça ferait 200 000, si c'est 1 million, c'est 40 000 et ainsi de suite. Stratégie dite à la française, on accumule du patrimoine, on va vivre des revenus de son patrimoine et on a vu que ça va être extrêmement compliqué de garder son style de vie. Je dirais même c'est voué à l'échec si on reste dans cette stratégie à la française à cause des 20 risques que l'on a vus, dont notamment les 5 majeurs qui sont la longévité, l'inflation, la taxation, le risque en lui-même et l'ordre des rendements. Ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie dans ce cadre-là.
Voici l'alternative qui est à votre disposition. Et on va parler tout d'abord de cette stratégie de bucketing. Donc, à ce titre, l'idée, c'est au lieu d'avoir 100% de ce patrimoine dans ces classes actifs-là, c'est d'avoir que 800 000 $ dans ces classes actifs et d'avoir un autre actif à hauteur de 20% du patrimoine qui, dans mon exemple, signifie 200 000 $ sur la base d'1 million de dollars. Je vais juste remettre ma barre ici. Voilà. Donc, on a 200 000 $ dans cette classe d'actifs. Et alors, la raison pour laquelle je le mets de manière décorrélée des autres actifs, c'est parce que cet actif-là a 3 caractéristiques majeures qui est complètement différente que les autres classes d'actifs. Un, c'est un actif qui est garanti d'augmenter. Deuxièmement, il va pouvoir me permettre de pouvoir faire face à l'inflation. Et troisièmement, il est défiscalisé, que l'on reste aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, il garde sa défiscalisation pour le reste de notre vie. Et cet instrument, c'est un instrument d'assurance vie américain permanent qu'on va appeler ici Cash Value Life Insurance et qui va avoir 2 composants, à la fois une épargne, qu'on appelle Cash Value, et une assurance décès qui est attachée à l'instrument. Donc, c'est le même instrument qui détient 2 chiffres, à la fois une épargne accessible durant notre vivant, et en cas de décès, il y a un montant supplémentaire qui partirait à nos bénéficiaires, notre époux, épouse ou les enfants, qui partirait en plus de l'épargne qu'on va pouvoir accéder. Donc, si j'avais à peu près 200 000 $ à l'âge de, on va dire, on prend la retraite à 60 ans, on a 200 000 $ dedans, on aurait à peu près 500 000 $ en cas de décès à l'âge de 60 ans. Et celle-ci, cette assurance décès, va continuer d'augmenter et l'épargne également va pouvoir continuer d'augmenter de manière garantie pour le reste de notre vie. Ce cash est disponible pour n'importe quelle raison à tout moment, sans pénalité et défiscalisé. Mais si stratégiquement parlant, je décide de ne pas toucher entre 60 et 80 ans ces 200 000 $, ils vont doucement mais sûrement se transformer en 550 000 $ tax-free et en cas de décès, 750 000 $ tax-free au lieu de 1 million de dollars taxables. Ici, j'ai 750 000 $ tax-free. Donc, comme j'ai la garantie d'avoir un montant qui m'attend plus tard, qui va pouvoir faire face à l'inflation, donc disons 550 000 $ pour finir tranquillement mes vieux jours, et en cas de décès, je laisse 750 000 $ tax-free au lieu d'1 million de dollars taxables, eh ben, j'ai pu assurer tranquillement ma fin de vie, ce qui va me permettre, pour ces 800 000 $ ici, de pouvoir orchestrer ces 800 000 $ de manière complètement différente que de vivre uniquement des petits intérêts générés par ce patrimoine. Je vais pouvoir me permettre ce qu'on appelle en anglais de permission slip, c'est la permission de pouvoir maintenant, dans un nombre d'années défini, entre 60 et 80 ans, 20 ans, j'ai un montant d'argent défini que je vais pouvoir maintenant dépenser à la fois le capital et les intérêts, puisque maintenant j'ai un nombre d'années défini, un montant d'argent défini que je peux commencer à taper dedans et ainsi avoir un impact qui est absolument renversant, j'ai envie de dire, puisqu'on va complètement démultiplier ses revenus, puisqu'on va maintenant taper dans le capital. Imaginez que j'ai 800 000 $ divisé par 20, bah sur le capital, ça me fait 40 000 par an. 40 000 fois 20, ça nous fait 800 000. Donc, je prends 40 000 par an de mon capital et j'ai toujours assumé que je génère du 4% net là-dessus. Donc, 4% de 800 000 $, ça me fait la première année 32 000 $ de revenus. Ce qui fait un revenu de 72 000 $ la première année comparé à 40 000. Ce qui fait que sur 20 ans, je vais pouvoir augmenter de 40 à 60% mes revenus de retraite. J'assume le même rendement sur mes investissements. Ce que je suis mieux organisé. Je vais pouvoir orchestrer mes actifs, peu importe si je rentrais en France, je suis resté aux États-Unis, comme j'ai la capacité de pouvoir compter sur un actif qui m'attend tax-free plus tard, je vais pouvoir être beaucoup plus tranquille dans ma capacité à pouvoir dépenser le capital et les intérêts de mon patrimoine et ainsi de pouvoir complètement annihiler la problématique de l'inflation. J'ai généré 40 à 60% de revenus supplémentaires, je peux me permettre de faire face à l'inflation. Deuxièmement, c'est la taxation. Entre 50 000 et 40 000 $ ici, j'aurais payé dans la stratégie numéro 1 10 000 $ pour le reste de ma vie. Alors que dans la stratégie numéro 2, j'ai que 800 000 $ qui est taxable. Donc, je paye que 8 000 $ la première année. Puis, après 10 ans, j'ai plus que la moitié, donc j'ai que 4 000 à payer. Et après 20 ans, j'ai plus un impôt à sortir et je me retrouve avec un actif complètement défiscalisé. Donc, si je fais les maths rapidement, sur la stratégie numéro 1, sur les 20 premières années, 20 fois 10 000 $, j'aurais payé 200 000 $ en impôt. Alors que la stratégie numéro 2, 20 fois la moyenne, 20 fois 4 000, ça me fait 80 000 $ d'impôt. J'ai réduit de 60% l'impact fiscal, peu importe où je vis, peu importe où mes actifs sont situés. Moins j'ai d'actifs qui génèrent du revenu, moins je paye d'impôts. Et je me retrouve avec un actif complètement défiscalisé. Si je suis encore en vie à l'âge de 80 ans, je continue à payer 10 000 $ par an dans la stratégie numéro 1. Dans la stratégie numéro 2, je n'ai plus jamais un impôt à sortir. J'ai annihilé petit à petit l'impact de la fiscalité.
Et dernièrement, c'est le risque en lui-même. Dans la stratégie numéro 2, je n'ai que 800 000 $ à risque comparé à 1 million. Donc, à la fois dans l'ordre des rendements, qui sont les 5 années avant la retraite et les 5 années après, j'ai déjà pris moins de risques. Et quels sont les actifs les plus risqués que je vais dépenser en premier? Je l'ai déjà dit, mais ce sont les actifs les plus risqués. Ce sont les actions, puis les obligations, puis l'immobilier, pour se retrouver dans une stratégie complètement sécurisée. Donc, je vais prendre beaucoup moins de risques, je vais générer beaucoup plus de revenus, je vais payer beaucoup moins d'impôts, tout en assurant la succession. Et je vais finir là-dessus. Donc, ça, c'est la stratégie de bucketing. Et donc, il s'agit d'avoir à peu près 20% de son patrimoine dans une épargne de la Cash Value Life Insurance. Il s'agit de pouvoir l'ouvrir le plus jeune possible. Il n'est jamais trop tard. On travaille avec des gens qui sont dans les années, qui ont plus de 70 ans, aucun problème. Mais le plus jeune, le mieux. J'ai commencé dans ma vingtaine, mais il n'y a pas trop tard. Il s'agit de pouvoir remettre le bateau dans la situation la plus optimale possible. Grosso modo, sans cette Cash Value Life Insurance, ça va être extrêmement compliqué de pouvoir garder votre style de vie pour le reste de votre vie. Vous l'avez maintenant bien compris. Je vais finir par la stratégie de flooring. Au lieu d'avoir 800 000 $ ici, je vais avoir que 600 000 $. Et on va assumer que j'ai un autre 200 000 $ ici qui maintenant va être dans mes annuities. Et on va assumer que je vais générer à peu près du 5% de rendement là-dessus. C'est-à-dire que pour chaque 200 000 $ que j'ai ici, je vais avoir 10 000 $ de revenus garantis à vie, sur lequel je vais ajouter la sécurité sociale française et américaine, qui vont me fournir à peu près 35 000 $. Donc, si j'ai mes annuités plus mes Social Security, on va s'attendre à peu près à 45 000 $ par an pour le reste de notre vie. Et donc, si par exemple, j'avais besoin de 4 000 $ par mois pour me sentir tranquille, et me sentir, je vais pouvoir souffler pour mes dépenses de base, et ben c'est ce concept qu'on appelle ici de paycheck. On a notre paycheck qui va rentrer pour le reste de notre vie. Et maintenant, ces 600 000 $ ici, c'est notre playcheck. C'est notre fun money, c'est les enfants, les petits-enfants. Et quand est-ce qu'on va en profiter? Les premiers instants de la retraite. C'est à 60 ans qu'il faut commencer à profiter de la retraite. Ce n'est pas à 80 ans qu'il faut commencer à taper dans son capital parce qu'on dit « Ah, là, on va pouvoir peut-être y arriver ». Non, c'est à 60 ans. Donc, c'est très important de pouvoir être positionné dans une stratégie qui est absolument optimale. C'est une stratégie qu'on appelle 60-20-20 et qui nous permet de pouvoir être en position de force le jour où on va partir à la retraite pour pouvoir générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous souhaitez continuer la discussion, j'ai mon QR code ici. Le premier contact est gratuit de notre côté. N'hésitez pas à prendre contact pour qu'on puisse revoir votre situation. Merci beaucoup à tous les trois. On a un petit peu dépassé, mais c'était beaucoup d'informations très intéressantes. Alors, on a de la chance. On a quelques questions qui ont déjà été répondues par écrit, je vois. Donc, merci d'avoir pris le temps, parce qu'on a reçu beaucoup de questions. On va, je pense, se donner 15 minutes pour essayer de répondre aux questions. Donc, essayons d'avoir des réponses pas trop longues, si c'est possible, pour avoir un maximum de réponses. Laurence nous dit « Bonjour, j'ai demandé ma retraite française personnelle le 4 janvier 2023. Depuis cette date, l'assurance retraite française me dit qu'il manque toujours mon relevé de carrière américain de la part de la Social Security Administration, SSA, qu'ils doivent recevoir directement. Est-il normal que ça prenne autant de temps? Y a-t-il un moyen d'accélérer ce processus? Elle nous précise qu'elle a 79 trimestres en France et 74 aux États-Unis. Voilà. Alors, le délai n'est pas normal, ça devrait être beaucoup plus rapide, mais c'est le délai habituel depuis la crise sanitaire, la crise Covid. Malheureusement, il y a des stocks. La Social Security américaine a énormément de dossiers en retard. Je lisais un article dans le New York Times comme quoi il y avait à peu près 1 million de dossiers qui étaient bloqués. Donc voilà, les dossiers, les interrogations des régimes étrangers font partie des dossiers qui sont bloqués et donc il faut être patient. Parfait. On a Yves qui nous demande si l'assistance que vous donnez, donc je pense Philippe, aux démarches est aussi pour la SSA. Oui, on peut prendre en charge les démarches pour demander la retraite française et américaine, l'une ou l'autre, ou les deux, ou même d'autres pays, certains autres pays, c'est également possible. Parfait.
Émilie nous dit, bonjour, je suis avocate exerçant en libéral en France et serai expatriée aux États-Unis à partir de septembre. Grâce à la convention bilatérale, les trimestres seront-ils automatiquement pris en compte dans le calcul de la retraite française ou est-il nécessaire de cotiser volontairement auprès d'une autre caisse, par exemple la CIPAV? Alors, les trimestres, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la retraite, ils sont pris en compte dans le calcul de votre durée de carrière. Il faut bien faire la distinction des deux. Vous allez avoir une retraite qui va être calculée en France sur exclusivement vos années en France, que ce soit base salariée, base libérale à la Caisse du barreau français comme vous êtes avocate. Mais en l'occurrence, la Convention de sécurité sociale permettra de consolider vos périodes d'activité pour totaliser le nombre de trimestres. Parfait. On a une question de Pierre-Antoine. Totalisation Agreement Impact en WEF. Alors, WEF, c'est web, non? Oui, c'est le web, ouais, tout à fait. Le Ouais. web. Vraiment, ouais. Activité aux US pendant 10 ans fractionné, 8 et 2 ans, et entre-temps et avant, comme non-résident, activité en Europe, retraité, donc retraite demandée en France et en Europe. USA, seul de l'autre. Ok. Est-ce que le web s'applique? J'ai jamais travaillé hors États-Unis sous statut Mais le d'assujetti mieux, c'est que fiscal ce monsieur me US. fasse un email parce que je comprends pas trop la question. Donc, c'est pas Ouais, très clair dans la façon dont il l'a libellé. Donc, faites-moi un email et soit je vous réponds par écrit, soit je vous propose un rendez-vous pour en discuter. ouais. On a Lionel qui nous dit, j'ai 60 ans, mon épouse a 65 ans, nous sommes expatriés depuis 2002 aux États-Unis, nous avons cotisé en France et aux US tous les deux. Est-ce que mon épouse peut lancer sa démarche à ses 67 ans et moi 5 ans plus tard? Est-ce que les paiements sont tous envoyés aux États-Unis ou en France et aux États-Unis? Alors, vous faites la demande de retraite quand vous voulez. Vous n'êtes absolument pas obligé de coupler le couple, enfin, monsieur et madame en même temps. Donc, madame peut très bien demander sa retraite à 65, 66 ou 67 ans. Vous, monsieur, quand vous remplirez les conditions. Les retraites françaises, elles sont payées par virement bancaire, soit sur un compte en euros en France, soit sur un compte en dollars aux États-Unis. Si vous faites verser sur un compte en dollars, vous aurez les frais de change et les frais de banque à votre charge. Si vous avez un compte en euros, c'est toujours plus économique. Mais en tout état de cause, ça fonctionne même sur des comptes en devises. Parfait. On a Lionel qui nous demande quel est le montant minimum de revenus annuels requis par la Social Security Administration pour valider un trimestre. Ça varie d'une année sur l'autre, donc je n'ai pas le montant en tête. Mais grosso modo, il faut que vous validiez plus, il faut que vous ayez plus de 10 000 dollars de revenus soumis à cotisation aux États-Unis pour valider 4 crédits, 4 trimestres. Parfait. Un auditeur anonyme nous dit, j'ai demandé ma retraite française et américaine par le formulaire SSA 2490 en juin 2023. Est-ce que cela va déclencher mes retraites de base et complémentaires, Agir, Arco, Ircantec, en France? Donc ça, c'est une première question. Quand devrais-je toucher mes retraites françaises et américaines? Alors non, ça ne va pas déclencher vos demandes de retraite complémentaires, ça va déclencher uniquement la retraite du régime de base. Il y aura un échange entre la Social Security et la Sécurité sociale en France. Vous devez faire une demande séparée pour vos retraites complémentaires. Et la retraite, elle sera versée à la date d'effet que vous aurez déterminée. Et donc, en fonction de la date d'effet que vous aurez choisie, il y aura potentiellement des versements rétroactifs. Merci. On a un autre auditeur anonyme qui nous demande quels sont les documents à fournir pour le calcul de la retraite française. Est-ce que c'est des W2, des fiches de paye mensuelles des dernières 25 années? À quel organisme de retraite? Et doit-elle être traduite en français? Alors, vous n'avez rien à fournir de particulier. Il y a un échange entre organismes. Quand vous déposez dans le cadre de la convention, la Social Security américaine, si vous déposez auprès de la Social Security, va envoyer votre carrière américaine en France. Et c'est à ce moment-là que les organismes français rentreront vos périodes d'activité en France. Les revenus américains, la Social Security, elle s'en moque. La Sécurité sociale française, elle s'en moque dans la mesure où elle ne s'en sert pas pour calculer votre retraite française. On a un auditeur anonyme qui nous dit sur l'assurance-retraite.fr, j'ai vu qu'il me manque les périodes de service militaire effectuées aux États-Unis, VSNE. Mhm. Comment corriger? Il faut obtenir un relevé et produire le relevé auprès de la Sécurité sociale.
Un autre auditeur anonyme nous demande où doit-on envoyer le formulaire SSA 2490? Est-ce que c'est la Local Social Security Office ou est-ce que c'est à Baltimore? Alors, pour mes clients, moi, je recommande de l'envoyer à Baltimore. Suzanne nous dit, j'ai travaillé 10 ans aux États-Unis et ensuite en France. Je suis retraité depuis le 1er mars 2022 avec un taux plein. Ma retraite de salarié en France, CNAV, prend bien en compte ces années US pour le calcul de ma pension de retraite. Pouvez-vous confirmer que c'est bien la CNAV qui doit actionner ma demande pour mes droits à une retraite US? Je réside de façon permanente en France. Alors effectivement, si vous résidez en France, quand vous demanderez votre retraite américaine, vous devrez passer par la CNAV. C'est elle qui va faire la liaison. C'est pas la CNAV qui va vous la payer, c'est pas la CNAV qui va l'instruire, mais la CNAV va transmettre votre demande à la Social Security à Baltimore ou à l'ambassade ou au bureau de la Social Security à Paris, qui est à l'ambassade des États-Unis. Et en tout état de cause, c'est la CNAV qui fera la liaison effectivement. Alors, j'ai une question sur will the recording of this webinar be shared? Alors, je voulais juste, I'll answer in English. Every webinar of French Morning is available at the bottom of the homepage of frenchmorning.com. You go to webinar and you have all the webinars that we did in the past. So, for example, the topic of today is right here, and you will have the recording forever available here. So, feel free to come and check it out. Quel accent, Romain? Merci. Fred, j'ai cotisé 23 ans aux États-Unis et j'ai demandé ma retraite à 66 ans et la SSA a appliqué une déduction windfall web car je touche une retraite française. Pourquoi la Convention française ne veut pas s'appliquer? C'est peut-être Alors, pour je ne sais Olivier. pas pourquoi elle ne veut pas s'appliquer, mais la Convention de sécurité sociale doit être appliquée lorsque vous avez demandé votre retraite française en premier lieu. Donc, il faut revoir l'historique de votre situation. Si vous n'avez pas fait dans le cadre réglementaire de la Convention, c'est normal que le web s'applique. Parfait. Florence nous dit, résident fiscal français, si on a travaillé 7 ans aux États-Unis, ces années comptent-elles uniquement pour le calcul des trimestres ou perçoit-on aussi de l'argent? Alors, les 7 années que vous avez fait aux États-Unis seront pris en compte dans votre reconstitution de carrière pour les trimestres. Et grâce à la Convention de sécurité sociale, vous percevrez quand même une pension calculée sur 7 ans. Thomas nous dit, je vis et travaille actuellement en France. J'ai vécu et travaillé 3 ans aux États-Unis. À partir de quel âge puis-je initier les démarches pour valider les 3 ans travaillés aux États-Unis? Ça sera fait automatiquement lorsque vous demanderez votre retraite. Vous n'avez aucune démarche à faire en amont. Laura nous dit, quel est le bon moment pour transférer les fonds d'un 401K vers les annuités pour commencer le revenu à vie? Je pense que c'est pour toi, Alexandre. Oui, donc en fait, si justement, alors si vous êtes dans une compagnie où il y a un 401K, généralement, vous ne pouvez pas sortir l'argent du 401K tant que vous êtes avec la compagnie. Si vous avez la capacité, à moins que vous ayez 59 ans et que dans le 401K, vous avez la possibilité de sortir l'argent. Mais généralement, si vous êtes justement parti de l'entreprise ou que vous avez pris votre retraite, vous pouvez transférer cet argent vers un IRA. Pour moi, c'est quasiment le plus rapidement possible. C'est de plus en plus difficile de justifier le fait de garder son argent dans des mutual funds qui n'ont pas de sécurité, qui n'ont pas de booster de rendement, qui ont potentiellement des frais plus élevés. Enfin, il y a un certain nombre de critères qui fait que pour moi, la prise de décision doit être quasi immédiate. Lorsque vous partez de votre employeur, soyez proactif vers le transfert d'un IRA et de pouvoir positionner ce type de solution. Gaël nous demande, si on est résident fiscal en France à la retraite, vaut-il mieux garder son 401K ou transférer les fonds sur un IRA? Les fonds sur un 401K ou un IRA rentrent-ils en compte dans le calcul des impôts en France et ou dans le calcul de la tranche d'imposition? Oui, alors, ouais, ce sera. Enfin, je te réponds pour la partie taxe, Alex. Je réponds après. Toi, tu peux répondre peut-être sur la partie pratique. Sur la partie taxe, oui, ça, dans les deux cas de figure, hein, que ce soit un IRA ou un 401K, ça fera l'objet de la convention fiscale. Donc, ça rentrera dans le calcul de la tranche d'imposition. Ce ne sera pas taxable à proprement parler, mais ça rentrera dans le calcul de la tranche d'imposition. Donc, dans les deux cas de figure, il y aura fiscalement, ça ne changera rien. Après, peut-être, Alex, toi, pour l'autre partie, ça peut changer quelque chose, mais pas pour la partie fiscale. Non, sur la partie patrimoniale, si vous avez la possibilité de transférer votre 401K vers un IRA, c'est la possibilité d'ouvrir vos options patrimoniales et ainsi d'être dans une meilleure position.
On a Maxime qui nous dit « Bonjour, avec mon époux, nous vivons et travaillons en Caroline du Sud. Est-ce que la Caroline du Sud reconnaît la convention avec la France ?» Alors, la Caroline du Sud, en fait, la Caroline du Sud ne dit pas le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les États qui ne reconnaissent pas la convention fiscale le disent expressément par défaut. Donc, la Caroline du Sud, ça n'en fait pas partie. Donc, la Caroline du Sud, par défaut, oui, reconnaît la convention fiscale. Donc, il n'y a pas de problème. Laura nous demande, après avoir atteint le minimum de trimestre, y a-t-il un avantage à ne pas prendre la retraite française, bien que travaillant toujours aux États-Unis? Si vous remplissez la condition pour avoir votre retraite à taux plein ou même à taux minoré et que c'est avantageux pour vous, vous n'avez aucun intérêt à différer. Il faut l'apercevoir. Donc, c'est une étude de rentabilité, une étude de projection à faire, mais vous n'avez aucun intérêt à différer la perception d'une retraite que vous pouvez avoir à taux plein. Parfait. On a pas mal de messages de remerciements. Il y a Patricia qui nous dit comment les CVLI sont imposés en France, Cash Value Life Insurance, pardon. Comment les Cash Value Life Insurance sont imposés en France, notamment si on a la nationalité américaine, mais résident fiscal français. Tu veux que je m'en occupe, Olivier? Ok. Je vais répondre en fait. Pour la réponse simple, c'est vous n'êtes pas fiscalisé. Mais en fait, il y a 3 solutions patrimoniales que l'on peut utiliser pour pouvoir tirer ce cash. Donc, si on tire ce cash en direct, si on est résident fiscal français, on sera au prorata des intérêts générés fiscalisés sur les intérêts de ce que l'on va tirer. Mais personne ne se tire une balle dans le pied puisque les 2 autres solutions qui sont à notre disposition sont défiscalisées. Et les 2 autres solutions, c'est de soit faire un prêt, soit faire une ligne de crédit contre sa cash value. Et à ce titre, là, il n'y a aucune fiscalité d'un point de vue mondial. Et c'est également la manière dans laquelle il s'agit de pouvoir se positionner, même du côté américain. Donc, c'est pour ça qu'un des avantages de l'instrument, c'est que vous allez pouvoir utiliser sa valeur, son augmentation de la valeur de cet instrument-là de manière défiscalisée, peu importe où vous êtes dans le monde. Et c'est ça l'avantage. Mais évidemment, il s'agit de le faire de manière optimale. Vous n'allez pas prendre la solution qui est la seule qui est fiscalisable. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt stratégique. Parfait. On a une auditrice anonyme qui nous dit, ou auditeur, je suis franco-américaine vivant aux États-Unis et je n'ai pas cotisé à la retraite américaine uniquement, sauf 2 ans d'activité en tant que professionnelle libérale, avocate en France. Est-ce que j'ai intérêt à finir ma carrière aux États-Unis, retourner en France et cotiser en France avant de prendre ma retraite? Pas d'intérêt particulier, si ce n'est effectivement si vous avez pour vous un intérêt à reprendre une activité professionnelle en France, mais d'un strict point de vue retraite, tout dépend effectivement de votre carrière globale. A priori, comme ça, je ne vois pas trop l'intérêt. François nous demande, est-il possible d'avoir plus de 4 crédits par an? Non, on a 4 trimestres dans une année civile, donc on ne vous invalide pas plus que 4. Un auditeur anonyme nous dit, au niveau fiscal et du traité, quel est l'avantage d'être citoyen américain plutôt que carte verte quand on prend sa retraite en France avec quelques mois par an aux États-Unis pour garder la carte verte? Alors, à proprement parler, il n'y a pas d'avantage particulier parce que si vous avez une carte verte, vous restez résident fiscal américain, quoi qu'il arrive. J'aurais juste tendance à vous dire que n'oubliez pas qu'une carte verte, par défaut, vous êtes censé passer plus de 6 mois par an. Ce qu'on oublie, on pense souvent que passer quelques 2-3 mois ou passer quelques jours, ça évite de perdre sa carte verte. Il faut passer 6 mois par an sur le sol américain, en théorie, pour conserver sa carte verte. Donc, par défaut, ça change rien pour la partie fiscale. C'est juste la partie migration, à mon avis, vous avez un risque de perdre cette carte verte, surtout au moment du renouvellement. Mais en termes fiscal, que vous soyez passeport américain, carte verte, résident en France, vous serez, à partir du moment où vous avez cette carte verte depuis plus de 8 ans, sur tout ça, vous aurez les mêmes obligations et la même fiscalité qu'un citoyen américain, donc ça ne change pas grand-chose. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, autant, si vous avez plus de 8 ans de carte verte, autant prendre le passeport américain. Parfait. Nicolas nous dit, j'ai déposé ma demande SSA 2490 BK à la Social Security américaine, qui la transfère en France et en cours de traitement. Est-ce que la CNAV va m'envoyer les documents à remplir
par la suite, incluant la demande de retraite de l'Agirc Arrco. On a déjà répondu, je crois. Oui. Vous n'aurez pas la CNAV s'occupera pas de l'Agirc Arrco, donc vous recevrez uniquement des échanges avec la CNAV pour votre situation au regard de la CNAV. Et si vous devez faire une demande pour Agirc Arrco, il faut la faire par voie séparée. Muriel nous dit, peut-on avoir accès à la sécurité sociale si on a travaillé en France pendant 10 ans, mais maintenant nous vivons aux États-Unis? Pour bénéficier d'une couverture maladie en France, il faut 60 trimestres, donc ça correspond à 15 années d'activité. Il faut être retraité et percevoir donc une retraite d'un régime de base en France et ne plus avoir du tout d'activité partout dans le monde. Donc, si vous remplissez ces 3 conditions, vous pourriez bénéficier d'une couverture maladie en France tout en gardant votre résidence principale aux États-Unis. Parfait. On a Florence, elle nous dit, on calcule le montant de la retraite sur les 25 meilleures années en France. Que se passe-t-il si l'on n'a pas travaillé 25 ans, pas en tout 25 ans en France, parce que l'on était aux États-Unis? Eh bien, on prendra toutes les années que vous avez exercé en France. Si vous avez travaillé que 10 ans en France, on fera la même opération, mais sur 10 ans. Sylvie nous demande, est-ce que la convention est reconnue dans le Massachusetts? On va tous les faire. Je vais voir la liste. Alors, Massachusetts, à ma connaissance, oui, elle reconnaît la convention, donc il n'y a pas de problème. Quelles sont les assurances vie en France où l'on peut investir à 100% en fonds euros pour éviter les PIFIC? Alors pour ma partie à moi, c'est pas, il y a pas de, c'est la compagnie qui fait les assurances vie. Hein, c'est pas, il y a personne qui va vous dire comment investir. C'est vous qui décidez si vous voulez investir en fonds euros, en unité de compte. Donc c'est à vous de donner les instructions à votre compagnie d'assurance vie en France d'investir en fonds euros ou unité de compte. Hein. Donc il y a pas une compagnie qui va dire qu'ils font que des fonds euros. C'est toutes les compagnies peuvent investir qu'en fonds euros si vous leur demandez. Donc il y a pas de particularité là-dessus. Alors moi, je vais répondre d'un point de vue patrimonial. Donc la question à se poser, c'est que si l'objectif, c'est de ne pas faire face au PFIC et qu'on se retrouve avec un rendement à 2%, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de cet argent-là de jouer ce rôle-là? Parce qu'au-delà de nos 6 à 12 mois de dépenses qui devraient être de côté, ce qu'on appelle le matelas de sécurité, notre argent devrait être au travail pour nous et notre famille, pour l'avenir et faire face à l'inflation et ainsi de suite. Donc la question à se poser, c'est peut-être potentiellement, avec un certain nombre de critères, ça se justifie d'un point de vue fiscal, mais est-ce que cet argent ne pourrait pas potentiellement être mieux redéployé ailleurs? Il y a généralement 4 solutions patrimoniales en tant que Français ici aux États-Unis qui sont à considérer en France et qui évitent cette problématique de PFIC, et puis sinon, potentiellement, de transférer cet argent aux États-Unis avec les solutions qui sont à votre disposition ici. Donc évidemment, une analyse patrimoniale pourrait avoir du sens pour savoir que faire de cet argent au lieu que justement de se dire je veux juste éviter la problématique fiscale. C'est vraiment de prendre en considération à la fois les implications financières, fiscales et légales internationales. Parfait. J'ai fermé les questions, donc on va prendre les 4 dernières et puis on va clôturer parce qu'on a largement dépassé pour aujourd'hui. Je pense que c'est une question qu'on vient de répondre à l'instant, mais on peut en reparler. Autrement dit, est-ce que la liquidation de retraite complémentaire va-t-elle être déclenchée par la CNAV ou doit-on faire une demande explicite auprès de l'Agirc Arrco? Est-ce qu'on peut le redire peut-être? La demande de retraite complémentaire Agirc Arrco, Ircantec doivent être faites de manière séparée directement auprès des organismes. Christophe, y a-t-il un avantage à prendre la nationalité américaine versus la carte verte? Alors, à proprement parler, il n'y a pas, enfin, fiscalement parlant, je dirais, il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas d'avantage particulier. Alors, sauf si pour les gens qui ont des gros patrimoines, c'est toujours plus intéressant en termes de succession de transmettre à une personne qui a le passeport américain, puisqu'on n'a pas d'abattement, enfin, tout est limité, on peut transmettre à son conjoint survivant au-delà des 13 millions de dollars, mais si on a un patrimoine qui est correct, mais qui n'est pas au-dessus de 13 millions de dollars, bon, ça change rien. Donc, j'aurais tendance à dire, l'avantage fiscalement parlant, il n'y a pas d'avantage particulier pour moi d'avoir le passeport américain versus carte verte. Au-delà du fait que c'est quand même toujours plus safe d'être américain, mais fiscalement, ça ne change pas grand-chose. J'en profite pour dire qu'on fait un webinaire dédié à ce sujet avec Olivier Sureau et une avocate d'immigration dans à peu près un mois et demi. Ouais.
Donc, n'hésitez pas à venir. Vous aurez aussi l'avis d'une avocate d'immigration. Absolument. Alors, les deux dernières questions. Auditeur anonyme qui nous dit, faut-il attendre de finaliser la retraite de base pour demander ces retraites complémentaires afin d'avoir le cumul des trimestres? Non, vous pouvez très bien initier votre demande de retraite complémentaire en même temps. L'instruction se fera de concert et vous aurez une liquidation quand tout sera fini des deux côtés. Donc, il n'y a pas de problème pour demander vos retraites complémentaires en même temps que votre retraite du régime de base. Parfait. Et dernière question, si j'ai déjà tous mes crédits américains, puis-je cotiser à la CFE pour augmenter mes trimestres français tout en travaillant toujours aux États-Unis? Oui, vous pouvez cotiser volontairement à la Caisse des Français de l'étranger pour la vieillesse. Ça permettra d'augmenter votre nombre de trimestres en France qui serviront au calcul de votre retraite française et d'incrémenter des revenus calculés sur le plafond annuel de la sécurité sociale. C'est tout à fait Parfait. possible. Merci encore à tous les trois. Merci d'avoir rajouté largement du temps. Je donne rendez-vous pour ceux qui nous écoutent encore. Je vois que vous êtes encore nombreux. Mardi prochain, on va parler immobilier et financement. Mardi prochain, donc vous recevrez l'invitation dans l'après-midi. Merci encore à tous les trois. J'ai mis dans le chat les liens pour les calendriers, donc n'hésitez pas. Si jamais vous n'arrivez pas à contacter qui que ce soit, vous m'envoyez un mail. Vous avez normalement mon mail puisqu'on vous envoie l'invitation et puis on vous envoie des relances. Donc mon mail se figure ou des gens de chez French Morning peuvent forwarder le message aux intervenants. Merci encore à tous les trois et Merci. à bientôt sur French Morning. À très vite. Merci à tous. Merci, au Bonne revoir. Au soirée. revoir. Au revoir.